On reprend. Là, ça va devenir du sérieux, là. Ça devient encore un peu plus solide. Ça blague pas, hein, on l'a bien vu à l'image, là. C'est pas Jean-Louis, hein, c'est un petit gris. Ça blague pas avec la... Non, mais si tu t'étais devant, juste tu t'étais mis en... C'est un effet de surimpression, de collage, de transparence. Il a gâché la photo. C'est ça, tu lui mets un t-shirt bleu, enfin bon voilà, c'est autre chose. Mais donc, dernière conférence de la journée avec monsieur Egon Kragel. Qui parmi vous connaît Egon Kragel? Eh bien on applaudit. Alors, donc, juste quelques mots extraits de la présentation officielle hein, dans le programme, et puis il y a une ou deux infos complémentaires que je vais quand même distiller avant que Egon enchaîne. Donc, enquêteur ufologue français, spécialisé OVNI, qui a déjà collaboré avec plusieurs médias, RFI, Europe 1, Radio Suisse, et qui est aussi l'auteur de nombreux articles. Tu as mené des investigations approfondies sur plus de 150 affaires d'OVNI. Je ne sais pas s'il te reste encore des ouvrages, mais ça fait l'objet des 3 ouvrages que tu as publiés aux éditions Max Millot, BCLB Max Millot. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire ta connaissance de mémoire, c'était en décembre 2022 qu'on s'est rencontrés, dans cette émission radio, on était ensemble. Et puis depuis, j'ai pu te voir à plusieurs reprises distiller comme ça, tu es un conteur hors pair. On a en commun le fait qu'on vient tous les deux du sud de la France, enfin, pas l'ouest de la France, hein, le sud de l'autre côté, quoi. Voilà, donc la Galilée, on connaît. C'est ça, on a un peu l'accent de là-bas. Hein, voilà. J'ai perdu le mien. Ouais. Est-ce que quand je faisais de la radio, ils m'obligeaient à parler pointu, alors je parlais comme ça. C'est ça. Mais donc, un compteur hors pair et un professionnel du micro. Ce que ne dit pas la présentation, c'est qu'Egon est musicien. Il vient de la musique. Il a beaucoup bourlingué en Amérique latine, donc ce qui fait qu'il est aussi largement polyglotte. Je parle au niveau linguistique. Et español, voilà. Sí, señor. Habla. Hey. No sé que tengo un pajarito en el pecho cuando canto. Voilà, donc ça c'est espagnol, hein, ça n'a rien à voir avec Donc un alien. Une langue des étoiles. Et voilà. Et donc, Egon t'a proposé ce thème pour ce soir. On te retrouvera demain matin, je crois, en seconde moitié de matinée, une deuxième intervention. En morceaux, parce que moi le matin, vous savez, moi 10h30 c'est les hommes verts. Hein, c'est très très dur déjà. Bon, on verra demain matin, on va prier pour toi pendant la nuit. Et puis alors en plus, je suis désolé, mais j'ai la voix. Le bel air de la turbane m'a quand même nettoyé les cordes vocales, mais elles ont été un peu chahutées là. Mais ça c'est une question d'organes, tu sais bien. Hein, voilà. Donc rencontre avec des êtres. Moi non plus. Donc rencontre avec des êtres venus d'ailleurs. Absolument. Egon, eh bien 1h15 avec toi. Let's go. On y va. Merci. Egon. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, et bonsoir les autres. Pour débuter, avant de commencer un petit peu cet entretien venu d'ailleurs, je voudrais d'abord remercier Janie, et je voudrais remercier le sémillant Jean-Louis Lagneau, de cette belle perspective, parce qu'en fait ce sont des occasions précieuses où on peut se rencontrer, on peut discuter, donc voilà, c'est génial. Merci vraiment merci à vous de ces belles initiatives. Et puis évidemment vous remerciez vous d'être là, parce que vous savez, nous auteurs, romanciers, nous sommes des solitaires, hein, c'est souvent on est tout seul, et de vous voir comme ça, votre chaleur devient ma chaleur et m'exhorte à continuer. Merci infiniment. Donc je m'appelle Egon, personne n'est parfait, parce que j'ai un papa d'origine autrichienne, et c'est mon papa était colonel, et donc c'est mon papa qui m'a fait tomber tout jeune absolument dans le chaudron des ovnis, parce que mon papa organisait des dîners, et c'est sur la nappe blanche des dimanches que tout a commencé, parce que les amis pilotes de mon papa lui racontaient des observations qu'il voyait dans le ciel, et voilà, j'ai chopé le virus, et vous savez, quand on chope le virus, c'est à jamais, hein, c'est à vos risques et périls, hein, Jean-Louis. C'est à jamais. Voilà. Donc mon papa nous a quittés en 96 et il me manque beaucoup. Et j'ai eu envie de lui rendre un hommage et il m'a paru totalement légitime et logique de commettre un premier livre avec un ami journaliste qui s'appelle Yves Coupry,
Et j'espère que mon papa, qui est de l'autre côté des fleurs, en tout cas le sait et est un peu fier de moi, je l'espère de tout cœur. Et puis ce livre, en tout cas, a fait son chemin et m'a parachuté du jour au lendemain, expert en ovni. Alors ça, à mon corps défendant. Je me suis retrouvé expert en ovni, j'avais déjà la casquette de chanteur, maintenant j'ai ça. Surtout, ça m'a toujours fait rire, entre vous et moi, parce que expert par rapport à un phénomène qui est non identifié et non identifiable, il fallait le faire. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une quête qui me passionne et je la fais avec bonheur et je la fais avec vous. Et puis j'ai super besoin de vous, parce que de toute façon, moi je ne fais que parfois vous donner des petites indications, vous débroussailler un peu le terrain, et puis voilà. Alors, ça fait donc très très longtemps, hein, cette histoire de quête ovni chez moi, ça fait très très longtemps, et j'ai un postulat, si vous voulez, voilà, j'ai un postulat pour la mener, c'est-à-dire que j'essaie de faire, c'est pas compliqué, j'essaie de faire en fait depuis longtemps une distinction entre la vérité et la réalité du phénomène ovni. Alors pour faire la réalité, si vous voulez, du phénomène ovni, c'est induit par ce qu'on appelle les expériences sensibles, c'est-à-dire les témoins. Et je reviens toujours vers les témoins. J'ai une immense tendresse pour les témoins. Je rencontre beaucoup, je les écoute avec sagesse et gourmandise et respect. Parce que la vérité concernant le dossier des ovnis, ben ça par contre c'est induit par un processus de réflexion, et on sait, vous savez, parce que j'ai un bagage littéraire et philosophique, et en philosophie on sait que la vérité c'est toujours extrêmement subjectif. Alors je préfère retourner vers les témoins, les écouter. Et d'ailleurs j'ai commis un dernier livre, j'ai fait une folie en fait, ce dernier livre, parce que j'ai eu envie de répertorier un peu ce qu'on appelle les RR3, parce que les témoins du hasard voient non seulement des objets posés, mais ils voient parfois des objets, et puis à l'intérieur de ces objets, ou à l'extérieur de ces objets, d'étranges créatures, des iPhonautes. Et bon, alors le cinéma, la presse mainstream nous parle de petits gris avec des grands yeux noirs, et puis je me suis rendu compte que c'était super réducteur, parce que moi j'ai découvert une giboulée d'êtres baroques, un bric-à-brac cosmique, un bestiaire hallucinant de créatures qui ne sont pas du tout des petits gris avec des yeux noirs. Et j'ai eu envie, extrait de mon dernier livre, de vous raconter 3 cas, parce que moi j'adore raconter des histoires. Et au lieu de me définir en tant qu'ufologue, moi je me définis en tant que passeur d'histoire. Et je voudrais vous raconter 3 histoires, vous allez voir, qui ont été super enquêtées et que je trouve absolument magnifiques. Alors si vous avez envie, on va fermer les yeux, on va se parachuter dans le temps et on va aller se promener en territoire ovni il y a longtemps. Le premier cas s'est passé le 12 novembre 1976. Alors là, ça se passe à 15 km de Talavera la Real, à une petite ville proche de la frontière portugaise en Espagne, donc dans la province de Badajoz. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Talavera est surtout connu pour sa base aérienne, l'une des principales d'Europe, qui est dédiée à l'enseignement et à l'entraînement de pilotes de chasse. Et donc c'est dans cette enceinte de cette enclave militaire que va se dérouler un des cas les plus incroyables de l'ufologie ibérique. Alors on va faire un voyage dans le temps, et on va tous se rendre le 12 novembre 1976. Cette nuit-là, il est 1h45 du matin, la nuit est tombée, bien épaisse sur les bâtiments militaires, et là on a 3 soldats. Le premier s'appelle José María Trejo, le second s'appelle Juan Carrizosa Luján, et le troisième s'appelle José Hidalgo. Bon, ils sont dans leur guérite, ils s'emmerdent, parce que bon, vous savez, les soirées de veille sur une base militaire, ça peut être très chiant. Je sais, parce que moi j'ai grandi dans des bases militaires avec mon papa, ça peut être vraiment très chiant. Donc tout est calme, ils sont là, ils sont un peu furieux parce qu'ils voulaient taper le carton, ils voulaient jouer au tarot, mais ils ne peuvent pas. Lorsque soudain, un bruit strident déchire le silence. Les 3 hommes sortent précipitamment de leur guérite. Que se passe-t-il donc? D'autant plus qu'ils sont inquiets parce que le bruit semble provenir, si vous voulez, d'une zone où on stocke le carburant des avions. Au début, raconte l'un des témoins, c'était comme les interférences d'une radio. Mais rapidement, au cœur de l'obscurité, c'est monté en intensité pour devenir un sifflement aigu et atroce qui faisait mal aux oreilles. Nos 3 soldats sont interdits, ils envisagent l'éventualité d'un sabotage, ils s'emparent de leurs armes et vont voir ce qui se passe d'un peu plus près. Et lorsqu'ils avancent, le sifflement va gagner en intensité. On a cru devenir fous, ont déclaré les soldats. C'était extrêmement aigu, sur le point de perforer nos tympans. Ce sifflement a duré encore 5 minutes, et puis d'un seul coup, ce fut le silence. C'est à cet instant, levant la tête, qu'on a aperçu une drôle de lumière dans le ciel. Elle était énorme.
elle était très très intense, c'était un peu comme un feu de Bengale. Elle est apparue à la verticale au-dessus de nous, juste au-dessus de nous, et elle a rayonné ensuite sur toute la région. Là, mitraillette au poing, nos soldats sont de plus en plus décontenancés. Ils décident d'aller voir dans la zone où est stocké le combustible. Et là, détail non négligeable, José Hidalgo, un des soldats, tient en laisse un grand chien. Un redoutable berger allemand qui s'appelle Néron et qui a été dressé pour la garde. Alors, on va. Donc là, je vous ai trouvé déjà. Je vous ai fait une petite carte, comme ça vous pouvez localiser Talavera la Real. Vous voyez, c'est juste au bord de la frontière portugaise. Et puis, je vous ai trouvé une jolie photo de la porte d'entrée de la base. Et puis, regardez ce que je vous ai trouvé. Ben, je vous ai trouvé nos principaux acteurs. Donc on a José, Carrizosa, Trejo et puis Néron. Vous voyez, je ne vous mens pas, j'ai fini par trouver ces photos. Vous savez, je cherche pendant des années, je finis par trouver des tas de choses. Voilà, j'ai donc trouvé nos principaux acteurs. Alors là, nos 3 soldats, parce qu'il en manque un, ont parcouru à peu près 300 mètres et ils ont entendu d'un seul coup un tourbillon, des branches cassées qui étaient juste dans un petit champ d'eucalyptus qui est à l'intérieur de la base. Donc ils se sont dit, il y a des intrus qui sont rentrés, qui sont là, qui sont en train de courir dans le champ d'eucalyptus. Donc, voilà ce qu'ils nous disent. On a décidé aussitôt de lâcher le chien, et notre chien s'est lancé bravement dans la nuit. Après quelques secondes qui nous parurent une éternité, le chien-loup n'aboyait pas, et il est revenu. Mais il marchait comme s'il était ivre. Il titubait, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait battu ou terrorisé. Vous pouvez imaginer, nos 3 soldats sont interloqués. 4 à 5 fois, nous avons renvoyé le chien vers le champ d'eucalyptus, ont-ils ajouté, et immanquablement, il revenait en titubant. Il semblait souffrir des oreilles, il gémissait. À la dernière tentative, il se mit à tourner autour de nous en cercle concentrique, parce que ça, pour nous, c'est un terrible signal de danger. Il faut que je vous explique, en fait, ces chiens sont dressés d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'en présence d'un danger, on apprend à ces chiens de se mettre à tourner autour de leur maître pour les protéger, comme ça ils avertissent aussi que quelque chose ne va pas. Donc là, évidemment, notre trio commence à perdre son sang-froid, les soldats se mettent à hurler, ils ont entendu du bruit des branches cassées aux éventuels intrus de se rendre, mais, diront-ils, nous n'avons vu personne. Entre-temps, le chien grognait extrêmement menaçant et tournait autour de nous de plus en plus vite. Alors c'est un cas, comme je vous le disais, qui a été énormément traité en Espagne. Et je vous ai trouvé quelques jolies illustrations, vous voyez, donc dans les livres, dans la littérature ufologique ibérique ou dans les journaux, ça a été énormément représenté, ça nous met dans l'ambiance quand on voit le chien qui montre les crocs et qui parle de rage. Donc imaginez, 3 soldats, le chien qui tourne autour d'eux, qui se met à hurler, et c'est là que la soirée va basculer dans l'invraisemblable. Tout s'accélère. Estomac noué, le soldat Trejo a soudain la sensation que quelque chose est derrière lui. Il se retourne, et voilà ce qu'il va voir. Il dit, j'ai aperçu à 15 mètres à peine une forme humaine lumineuse de 3 mètres de haut suspendue dans l'espace. Cette forme était entièrement constituée de points lumineux de couleur verte. Sa tête était petite et recouverte d'une sorte de casque. Ses jambes et ses mains n'étaient guère visibles, mais ses bras étaient tendus en croix. C'est aussitôt la panique. Trejo lève son arme pour tirer, mais voilà, il est comme paralysé. Il se sent fléchir, il tombe, et avant que ses genoux n'atteignent le sol, il se met à hurler « À terre, ils vont tous nous tuer !» Et puis il s'effondre, son visage dans la poussière. C'est étrange, confiera-t-il plus tard. À l'instant où j'ai voulu presser la détente, je me suis écroulé. C'était comme si cette chose avait deviné mes intentions. Je sais que c'est impossible. Comment cette créature aurait-elle pu savoir qu'à cet instant précis, j'avais ôté le cran de sécurité de ma mitraillette pour tirer? Mystère. Alors, voyant que leur compagnon est en difficulté, la tête dans la poussière, Carrizosa et Hidalgo perdent leur sang-froid et ils ouvrent le feu. Ils vont tirer 50 à 60 balles sur la gigantesque créature. Que va-t-il se passer? Ben, pas grand-chose. D'abord, il y a comme un flash d'appareil photo,
et puis l'apparition va disparaître brutalement, comme l'image d'un téléviseur qu'on vient d'éteindre, dira nos soldats. À l'instant où Carrizosa et Hidalgo se précipitent sur Trejo pour lui porter secours, nos 3 soldats entendent encore un bruit dans le champ d'eucalyptus, comme si quelque chose décollait. Et puis, ils vont secourir leurs compagnons. Mes compagnons, racontent Trejo, m'ont aidé à me relever. Et j'ai lentement retrouvé mes forces, mais je ressentais une forte douleur dans la poitrine. À quoi était-ce dû? C'était bizarre, parce que je n'ai pas pu me blesser en tombant, vous savez, et ma poitrine n'a pas pu heurter mon âme. Ni ma poitrine, ni même moi. Donc je ne comprends pas pourquoi j'avais mal. Et pourtant, cette douleur va perdurer entre 15 et 20 minutes. Alors dans l'intervalle, vous pouvez imaginer, la base entière est sur le pied de guerre, hein, parce que la moitié du personnel a entendu les coups de feu. Et là, nos 3 soldats vont devoir s'expliquer. Ce n'est pas une mince affaire, parce que ce qu'ils viennent de vivre, vous pouvez le comprendre, est proprement surréaliste. Voilà en gros ce qu'ils viennent de vivre. Vous avez trouvé quelques illustrations. Vous voyez, donc, on les voit avec le chien terrorisé qui a la queue entre les pattes, et puis ils ont reproduit, tant bien que mal, un peu cette silhouette étrange, verte, faite de petits points qui étaient là, et qui semblaient les observer. Alors, il faut savoir que quelques heures après, l'aube à peine levée, on a 50 soldats, sous les ordres d'un officier, qui viennent ratisser la zone au peigne fin, mais ils vont ne déceler rien d'anormal. Encore plus étrange, sur les 50 et 60 balles qui ont été tirées, on ne retrouve aucune douille. Et ce sont pourtant des fusils mitrailleurs très puissants. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des fusils Z62. D'ailleurs, les experts balistiques vont examiner ces armes et vont être formels, ces fusils avaient bien tiré il y a à peine quelques heures. Et puis, plus inexplicable encore, les soldats avaient tiré, si vous voulez, la créature était face à un mur, les soldats avaient tiré contre ce mur, et on ne relève aucun impact de balle dans le mur d'enceinte. Où sont donc passés les nombreux projectiles des 2 hommes? Mystère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, suite à cette incroyable confrontation, José María Trejo a souffert de terribles séquelles. D'abord, il a partiellement perdu la vue. Il est resté aveugle un bon moment. Il a souffert de violentes migraines, mais heureusement, ces troubles ont fini par s'estomper et disparaître. En revanche, très mauvaise nouvelle, le malheureux Néron, le chien, est décédé à peine quelques jours après cette funeste rencontre. Et son décès, bien sûr, ajoute du mystère au mystère. Voilà. Alors, mystère qui a aussitôt, évidemment, interpellé de façon internationale, à la fois les ufologues et les passionnés des grands énigmes du ciel. La presse d'époque en est un témoignage. Regardez, je vous ai trouvé des beaux journaux. Donc, à gauche, c'est le Mythic Flying Saucer Review, le britannique, est magnifique. En couverture, au centre, c'est une bande dessinée qui a été faite en Espagne, qui retraçait ce cas. Et puis, à droite, Cocorico, c'est Oranos, c'est... le sémillant chercheur du sceau nous en a parlé ce matin. Voilà, c'était Oranos. Et ce cas a eu la primeur de la première page d'Oranos. Voilà. Donc, et ce cas, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il a franchi les frontières et ça a passionné les Américains du Nord. Voilà, j'ai trouvé dans un livre génial de Patrick Wigg, qui s'appelle The Field Guide to Extraterrestrials, c'est-à-dire le guide de terrain des extraterrestres. Et donc, voilà, le cas de Talaveral, enfin, l'entité a droit à carrément une page. Alors bon, c'est un peu, l'illustrateur est un peu, on a fait un peu casse la tête parce que il expliquait qu'on voyait pas trop les jambes, les bras étaient en croix, on voyait pas trop son visage, mais bon, ça c'est la liberté de création et vive les illustrateurs. Alors, donc il est évident que le cas de Talaveral peut sembler, pour bon nombre d'esprits pragmatiques, totalement hasardeux et voire stupide. Mais comme le rappelle l'enquêtrice Jenny Randalls, enquêtrice anglaise, il semblerait pourtant que ce ne fut pas le premier du genre. Moi j'ai retrouvé un très beau livre de Jenny Randalls, qui s'appelle The UFO Conspiracy, donc la conspiration UFO, et voilà ce qu'elle dit. Un cas de sifflement et de créature qui apparaît telle une image projetée me fut rapporté quelques années auparavant. Un sous-officier de l'armée britannique m'a écrit au sujet d'une expérience qu'il vécut en septembre 68 sur la base de Dakelia à Chypre. Il m'a raconté cela avant que le témoignage de José María Trejo ne soit rendu public. On ne peut donc pas parler d'influence. Une nuit, à 3 heures du matin,
Son berger allemand s'est soudain réfugié sous son lit en gémissant. Ensuite, ce militaire entendit un horrible sifflement. Il ouvrit la porte et se retrouva face à une créature sans jambes qui s'approcha de lui en flottant. Il rentra aussitôt, verrouilla sa porte, s'assit sur le lit, armé d'un fusil à harpon armé. Il avait que ça sous la main. Il s'est dit peut-être que le fusil à harpon, ça servira à harponner. Le bruit a alors cessé, a expliqué le militaire, mais le chien a été traumatisé de façon permanente. Et en une nuit, il faut savoir que cette bête est devenue définitivement peureuse. Voilà. Donc, ce cas a été déclassifié depuis. Si ça vous intéresse, moi je vous conseille d'aller mettre votre nez et d'aller voir un peu ce qu'il en retourne. Parce qu'on peut trouver aujourd'hui le rapport du ministère de la Défense déclassifié. Je vous ai mis les 3 premières pages, mais je crois qu'il y a une 60aine de pages. Donc vous allez pouvoir en apprendre beaucoup sur ce cas. Et ce sont les militaires qui parlent, hein, c'est génial. Et puis, depuis, José Manuel Trejo a eu l'autorisation de venir parler librement. Donc on le voit régulièrement à la télé espagnole s'exprimer, raconter ce cas. Et moi j'ai quelques émissions, je vous ai fait quelques captures d'écran. Vous voyez José Manuel Trejo venir raconter cette incroyable histoire. Voilà, ça c'était pour l'Espagne. Si vous voulez bien, on va continuer notre voyage, on va rester en pays hispanophone et on va aller dans un pays que j'aime infiniment, qui est mon pays de cœur, Argentine. No, je laisse pour mi Argentine. L'Argentine. Depuis que je suis en Argentine, vous savez, j'ai un cœur de cordillère et je ne fais que pleurer pour y retourner. Voilà. Donc, le second cas, vamos todos en Argentina. Et là, ça s'est passé le 27 août 72, près de Bahía Blanca, au sud-est de la province de Buenos Aires, près de l'océan Atlantique. Je vous ai fait une petite carte pour vous montrer exactement ce qui s'est passé Bahía Blanca. Alors, ce que je dois me dire sur ce cas, c'est que quand j'étais en Argentine, j'ai tenté de l'enquêter, mais j'ai pas eu de chance parce que très vite, on m'a appris que le principal témoin était décédé depuis longtemps. Mais c'est passé une chose très drôle, c'est-à-dire, je sais pas, si certaines personnes vous connaissent un peu de Buenos Aires, moi le Buenos Aires à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des kiosquios, qui étaient des sortes de petits magasins où on trouvait tout, et je rentre un jour dans un kiosco pour acheter des alfajores, des petits gâteaux, des machins, il y avait une pile de vieux journaux comme ça, qui étaient posés à côté, et je me dis, bah tiens, Seigneur, je peux regarder, mais oh, vas-y, ça coûte rien, même pas un peso, prends ce que tu veux. Donc je prends 3 journaux et quand je rentre chez moi, j'ouvre et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à l'intérieur. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé toute l'historique de ce cas. Donc le témoin de ce singulier fait divers s'appelle Eduardo Fernando de Deugt. À l'époque, il avait 32 ans. On nous dit qu'il vit aux 12 rues de Córdoba de Bahia. Il travaille en tant que mécanicien. Et donc, sur la photo, voilà, il nous dit « Je viaje con un ser de otro planeta », donc j'ai voyagé avec une créature d'une autre planète, c'est ce qu'il nous dit. À droite, on le voit avec son épouse, Maria Dascagno, et sa petite fille qui s'appelle Mariela Fernanda. Et en bas, j'aime bien, là, parce qu'on nous précise que ce trio qui vit dans un quartier paisible forme une petite famille humble et sans histoire, mais ce qu'a vécu Eduardo est un cauchemar incompréhensible. Alors que s'est-il réellement passé durant cette nuit australe? Alors vous savez que donc nous sommes le 27 août, là-bas, austral c'est l'hiver. Hein. Chez nous c'est l'été, mais là-bas c'est l'hiver. Alors en fait Eduardo s'était rendu à un dîner chez des amis qui résidaient à Médanos, qui est une petite localité voisine. À 2h30 du matin, une fois la soirée achevée, Eduardo a pris sa voiture pour rentrer chez lui. Et puis moi, c'est pas moi qui vais vous le raconter parce que j'étais pas là, mais je vais laisser Eduardo vous raconter. Et voilà ce qu'il va vous dire. Moi j'ai pris le volant, et il me faut préciser que j'étais sobre. J'avais juste bu un verre de vin, le tout coupé de soda, mais rien de plus, c'est promis. Tout en roulant, j'écoutais la radio, j'avais capté une fréquence de Santa Rosa ou de Buenos Aires qui diffusait un concerto de Beethoven. Arrivé à un grand virage, j'ai vu un panneau de signalisation qui indiquait de stopper, et c'est là que je l'ai aperçu. En effet, il y avait un type au bord de la route qui me faisait des signes de la main. Il faisait visiblement du stop, et ce qui m'a d'abord étonné, c'est qu'il ne tendait pas le pouce. Vous savez comme on fait habituellement. Il gesticulait. Moi, contrairement à beaucoup de gens, vous savez, je n'ai pas peur et je prends souvent des autostoppeurs. Donc j'ai stoppé mon véhicule, et c'est comme ça que l'homme est monté à bord. Il mesurait environ 1,90 m.
Il portait un manteau très épais et une sorte de casquette ou de casque avec une très petite visière. Il s'est assis sans dire un mot. Je lui ai dit bonjour, je lui ai demandé s'il allait à Bahia Blanca, et il m'a répondu quelque chose que je n'ai pas compris. Une sorte de borborigme. Bon, vous savez, je n'y ai pas prêté attention parce que, au moment où il est rentré, mon autoradio s'est mis à faire un bruit infernal. Alors, j'ai agrippé l'antenne à l'extérieur pour améliorer la réception tout en continuant de rouler. L'individu en question était figé sur son siège. Je lui ai demandé s'il était de Médanos, et à nouveau, incompréhensible. Bon, vous savez, je ne me suis pas vraiment formalisé. C'est pas la première fois que je ramasse quelqu'un qui, durant le trajet, ne desserre pas les lèvres ou me dit des inepties. Et des fois même, ils s'en vont sans me dire merci. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein. Que peut-on y faire? Enfin, donc on a roulé en silence durant 25 km. L'homme ne détachait pas ses yeux du pare-brise et gardait ses mains bien à plat sur ses genoux. La radio continuait à faire un bruit infernal. La route était déserte, complètement déserte. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés dans un endroit qui s'appelle Salitral de la Vitriera. L'homme a alors bougé. Il a levé la main et l'a plongé dans son sac. Yeah! Eh bien, me suis-je dit, il doit chercher ses cigarettes et nous allons enfin en griller une. Mais en fait, pas du tout. À l'instant où il a mis la main dans son sac, la voiture a commencé à ralentir. Comme s'il n'y avait plus de jus. J'ai appuyé sur l'embrayage, j'ai changé de vitesse, je suis passé en seconde, j'ai accéléré, et Dieu merci, la voiture a repris sa course. Ça m'a semblé très étrange, vous savez, parce que cette voiture n'a jamais eu aucun problème, et n'oubliez pas, je suis un super garagiste. On a encore parcouru une centaine de mètres, et à nouveau, le moteur a encore eu des ratés. Et là, par contre, au final, ma voiture s'est totalement arrêtée. Cette fois, impossible de remettre le moteur en marche. Il était comme mort. Alors j'ai jeté un coup d'œil au passager, et pour la première fois, je l'ai dévisagé. Waouh! Il était bizarre. J'ai vu d'abord qu'il avait un menton long, mais très très long, super long, et un nez rond un peu comme une tomate. Ça m'a semblé bizarre, mais j'étais tellement préoccupé par le fait que nous étions en panne, alors j'ai juré, j'ai ouvert la portière, je suis sorti, et plus loin sur la route, à ce moment-là, à 50 mètres à peu près, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un bus renversé. Vous savez, comme ces grands bus de la compagnie La Estrella. Il y avait une grande lumière bleue et deux lumières blanches sur les côtés qui touchaient presque l'asphalte. Moi, j'ai fait un pas en avant pour aller voir ça de près. Et à ce moment-là, une puissante lumière blanche a surgi et m'a aveuglé, tandis qu'une chaleur comme un feu a brûlé mon visage et mes mains. Moi, j'ai aussitôt reculé. Ce que j'avais pris pour un bus, en fait, c'était pas d'autre tout un bus. C'était une sorte d'engin qui mesurait environ 5 mètres et demi de long. Ça avait la forme de 2 assiettes creuses renversées. Vous savez, en fait, je sais pas vous dire, mais ça ressemblait un peu à ces soucoupes volantes qu'on voit dans les films. Et puis tous ces hublots étaient éclairés. Et puis soudain, elle a décollé, à angle droit. Elle a d'abord stationné au-dessus d'un champ où il y avait des vaches qui sont parties en courant. Elle a pris de l'altitude, elle a disparu à une vitesse vertigineuse. En s'élevant, elle a émis une lumière verte en forme de cône. Et puis ces hublots s'allumaient et s'éteignaient simultanément. Moi, j'ai été pris de terreur. J'ai aussi fait demi-tour et je me suis précipité dans ma voiture. Heureusement, mes phares étaient allumés, alors j'ai pu redémarrer du premier coup. C'est alors que j'ai constaté que le siège du passager était vide. L'homme avait disparu. Ah, je suis ressorti. J'allais pas bien, je suis ressorti. J'ai décalé un revolver. J'ai toujours un revolver de calibre 22 dans ma ceinture. Et j'ai commencé à le chercher partout, mais rien. Il s'était littéralement volatilisé. Comme parti en fumée. Ça m'a rendu très nerveux. Ah, je vous assure. Je suis remonté dans la voiture. Je l'ai démarré et j'ai parcouru 2 ou 3 kilomètres pour voir si je pouvais retrouver mon passager, mais rien. Rien. Pas une âme qui vive. Je me suis arrêté au bord de la route. J'ai soufflé. Et c'est là que je me suis dit, à tous les coups, ce type n'était pas de chez nous. C'était pas un terrien. À tous les coups, il s'est enfui dans la soucoupe volante. Ah, il m'a bien eu. J'ai compris que sa taille, son silence, ses bruits gutturaux, son casque, la forme de son visage, n'avaient rien à voir avec nous, les humains. En fait, vous savez quoi? Je suis persuadé que j'avais voyagé avec un être venu de notre planète. Voilà. Je vous ai trouvé de jolies photos, regardez. J'adore la voiture.
Elle est pas belle, elle est totalement vintage, celle-là. Donc j'ai trouvé des photos, des vraies photos d'Eduardo qui retournait sur les lieux, qui a fait, voilà, qui vous montre exactement, ouais, il vous montre, c'est là que je l'ai vu, absolument, Carrefour, tout s'est déroulé. Voilà, c'est magnifique. Et puis, donc, le magazine que j'ai trouvé à l'époque, dans un kiosco de Buenos Aires, c'est un magazine qui s'appelle Gente. Si vous voulez, c'est l'équivalent, on peut dire l'équivalent de Paris Match. C'était le magazine le plus lu. Regardez, c'est génial. Hop, voilà la couverture, c'est pas belle la couverture. Et l'illustrateur de Gente nous avait fait un super dessin, hein, de Eduardo et de la créature, vous voyez, avec son menton très long. D'ailleurs, ce que nous dit l'illustrateur, moi je l'ai fait comme ça parce que le témoin m'a dit que son visage ressemblait au monolithe de l'île de Pâques. Vous voyez, comme quoi je vous dis, c'est pas toujours des petits gris avec des yeux noirs. Hein. Tout à l'heure, on a une silhouette bleue en Poitiers, maintenant on a l'île de Pâques. Et puis, donc dans la presse américaine a adoré ce cas, la presse nord-américaine. Donc dans la presse nord-américaine, ils nous ont dressé le portrait de l'entité de Buenos Aires. Et puis ce cas a aussi voyagé aux USA, vous voyez, c'est pareil, on le voit avec son manteau très long. Alors Eduardo nous dit qu'il avait un nez rond comme une tomate, bon là il nous a fait un nez un peu plus long, mais bon, voilà, c'est la liberté créatrice. Ça c'était le deuxième cas. Le troisième cas, il faut terminer avec le troisième cas, c'est mon préféré. Vraiment, je l'aime d'amour, celui-là. Vous savez, il est tellement absurde, et moi j'ai une théorie. Je pense que plus un cas est absurde, mais vraiment absurde, plus il a tendance à être solide, parce que c'est difficile d'imaginer que certains témoins du hasard, donc des gens très simples, dont les préoccupations, si vous voulez, sont tout autre chose, puissent un jour élaborer des scénarios dignes des plus grands romans de science-fiction. Et le cas de Jean Ingley dépasse tous les romans de science-fiction que j'ai lus. Vous voulez un exemple d'absurdité confondante? Ben allons-y. Moi accrochez-vous, fasten your seatbelt, accrochez vos ceintures. Parce qu'il faut savoir qu'une fois révélée au public, cette affaire a fait grand bruit. Parce qu'elle a ouvert dans l'étrangeté des rencontres cosmiques une fenêtre demeurée jusque-là un peu close. Hein, ce cas reste l'un des plus insolites et des plus spectaculaires en territoire britannique, vous allez voir. Alors que s'est-il réellement passé en cette matinée d'hiver dans le deuxième comté le plus peuplé d'Angleterre, après dans le Grand Londres? Donc nous sommes le 4 janvier 1979. On est dans une petite ville des Midlands de l'Ouest, en Angleterre, la petite ville s'appelle Raleigh Regis, exactement. On a un témoin, qui est une dame très respectable, âgée de 45 ans, et qui s'appelle Jean Ingley. Vous savez, en Angleterre, Jean, c'est Jean, hein, mais c'est un prénom féminin, ça c'est Jean. Et là, c'est ce qu'elle raconte. Ce 4 janvier, j'ai vécu l'expérience la plus incroyable de ma vie. C'était un matin froid, sombre et couvert de neige. Moi, j'habite une petite maison sur Bluestone Walk, à Raleigh Regis, tout près de Birmingham. Et alentour, vous savez, on est très isolé, il n'y a que des terrains vagues et des gravières. Il faut savoir que Jean habite, ça fait 9 ans qu'elle habite là, avec son mari qui s'appelle Cyril, et puis elle vit aussi avec un grand chien, un berger allemand, de 2 ans et demi, qui s'appelle Obo. Vous voyez, il y a encore un berger allemand. Vous allez voir, pas piquer dans cette histoire. Alors, je vous ai trouvé, voilà, je vous ai fait une photo. Et donc c'est vraiment au cœur de Londres. Et puis voilà Jean Ingley, c'est vraiment la dame respectable de 45 ans, une dame très très simple, hein, qui n'avait jamais lu de livres de science-fiction, qui n'aimait pas du tout. Elle disait qu'elle n'aimait que les romans romantiques et les histoires d'amour. Elle n'avait jamais lu d'histoires de science-fiction. Alors je vous ai trouvé des photos de la maison de Jean Ingley. Vous savez, l'entrée principale et puis l'arrière de la maison et le garage, lieu où on aurait aperçu un objet volant non identifié. Et voilà ce que nous raconte Jean. Il y a derrière chez nous une petite pelouse de 5 mètres sur 3 avec un garage et une remise. Ce 4 janvier, il était 7 h du matin, l'heure où mon mari se rend à son travail. Moi, j'étais justement à l'arrière de la maison, debout, en robe de chambre, pour lui dire au revoir. Obo, notre berger allemand, était à mes côtés. Et une fois mon mari parti, j'ai aperçu une lumière dans le jardin. Je me suis dit, tiens, Cyril a oublié d'éteindre le garage. Mais en m'approchant, j'ai constaté que ce n'était pas vraiment le cas. Effectivement, alors que Jean s'approche du garage, elle aperçoit positionnée au-dessus du jardin une lumière orange qui devient graduellement blanche. Et ce drôle de phénomène va finir par éclairer toute la pelouse. Et c'est à ce moment-là qu'on va plonger dans l'irrationnel. Au moment où Obo et moi
avons décidé de rentrer, nous raconte Jean, 3 petits êtres nous ont devancés. Ils se sont engouffrés par la porte verte en volant et en produisant un drôle de son. Ils brillaient d'un éclat intense et flottaient à environ 30 cm du sol. Là, il faut que vous imaginiez la réaction de Jean. Elle est sidérée. Elle a du mal à avancer, elle arrive à rentrer dans la maison, mais elle est sous le coup d'une émotion telle qu'elle doit s'agripper à l'évier de la cuisine pour ne pas tomber. Et elle commence à se dire, je deviens folle. J'ai des hallucinations, je deviens folle, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça signifie? Mais non, parce que j'ai bien vu 3 petites créatures devant moi, et ça n'avait rien d'un rêve. Jean est désemparée. Elle cherche alors son chien du regard, elle espère sa protection, mais Hobo va se comporter de manière très étrange. Hobo se dirige vers sa gamelle en titubant. Son poil est hérissé sur tout son corps, on aurait dit un hérisson, dira plus tard Jean. Et c'est surprenant parce que on sait que Hobo est un jeune chien, il a 2 ans et demi, il est en parfaite santé, c'est un chien qui n'a peur de rien. Et soudain, il semble drogué, il tombe en marchant, et il s'écroule sur le sol, tout raide, et il gît immobile, les yeux grands ouverts. J'ai eu l'impression que mon sang quittait mon corps, raconte Jean. J'étais totalement figé, bouche bée. Et puis c'est étrange. Peu à peu, la peur m'a quitté. J'ai eu la sensation de décoller. Je me demandais ce qui m'arrivait. C'était comme si quelqu'un d'autre, comme si j'étais au paradis, comme si j'étais devenu quelqu'un d'autre en fait. Alors qu'en réalité, je n'étais que chez moi. Et c'est que soudainement, Jean a l'impression de flotter dans la pièce. Elle dira, je me suis retenu à la porte car mes pieds ne touchaient plus le sol. Enfin, j'avais l'impression que mes pieds ne touchaient plus le sol. Jean vit un moment totalement surréaliste, d'autant plus surréaliste que toutes les portes de la maison et toutes les fenêtres sont ouvertes, on ne sait pas pourquoi. Il fait un froid de queue, c'est un des hivers les plus rugueux d'Angleterre, et Jean a chaud. Elle a tellement chaud qu'elle commence à devenir rouge, et elle ne comprend pas. Comment se fait-il que j'ai aussi chaud alors qu'il fait si froid? Et à ce moment-là, Jean entend qu'on secoue le petit sapin de Noël qui est dans le salon. Vous savez qu'on est le 4 janvier, donc on est juste après Noël. Alors elle décide d'aller voir ce qui se passe, elle a du mal à avancer, et lorsqu'elle pénètre dans la pièce, elle est aveuglée. C'est-à-dire que les 3 petits êtres émettent une lumière extrêmement violente. C'était, dit-elle, comme une clarté terrible qui pénétrait mon esprit. Alors elle va leur parler en disant, mais votre lumière me fait mal, et à ce moment-là, la lumière diminue. Et là, Jean peut observer ces trois intrus. Et voilà ce qu'elle va dire. C'étaient 3 petits hommes qui volaient, tout minces, et qui secouaient violemment mon petit arbre de Noël. Ça m'a mis en rage. Ils étaient vêtus d'une tunique verte, brillante, et d'un gilet argenté équipé de boutons ou de pression également argentés. Leur tête était cernée d'un halo. Ils mesuraient entre 1 mètre et 1 mètre 20. Leurs mains ainsi que leurs pieds étaient pointus et couverts de semelles brillants. Ils portaient un petit bonnet en pointe et surmonté d'une petite lampe. Alors ce qui était très bizarre, c'est qu'il y avait de fines bandelettes qui pendaient de leurs épaules. Alors lorsqu'ils planaient à l'horizontale, ces bandelettes adhéraient le long de leur corps, sauf 2 plus épaisses qui restaient libres et faisaient office de palpeurs. Comment une personne comme Jean Ingley peut inventer un truc pareil? Bon. Jean constate que leur tête est recouverte d'un casque transparent. Enfin, on m'a dit que c'était un casque, moi j'ai l'impression que c'était un bol de poisson rouge, un bocal de poisson rouge. Jean. Leur visage, dit-elle, était blanc, cireux, comme une peau de cadavre. On ne distinguait ni oreilles ni sourcils, et leurs yeux étaient comme de petits diamants noirs. Moi, je m'y connais guère, en pierres précieuses, mais c'est la meilleure comparaison que je peux faire. En revanche, j'ai pas vraiment vu s'ils avaient un nez, et leur bouche était extrêmement fine. Mais ce qui va étonner le plus Jean, ce sont leurs ailes. Leurs ailes sont splendides, larges, ovales, parcourues des couleurs de l'arc-en-ciel. Jean dira c'était un chatoiement de rouge, de violet, de doré, de bleu et de vert. Des nuances impossibles à décrire parce qu'elles étaient inédites sur notre planète, dira Jean. Et ces ailes vibraient doucement, elles étaient couvertes de points semblables à ceux de l'alphabet braille. Alors, des enquêteurs sont venus, la police est venue, des enquêteurs sont venus, et Jean a raconté comment étaient ces petits êtres. Alors je pense que vous avez envie de voir à quoi ressemblaient ces petits êtres. Voilà comment ils étaient. Nos petits elfes volants. Vous voyez, avec le bocal de poisson rouge,
la petite lumière et puis ses ailes. Alors j'ai trouvé d'autres illustrations à l'époque. Voilà. Des petits farfadets. Et là, contre toute attente, parce que ces êtres se sentent très à l'aise chez eux, ils sont comme chez eux. Ils sont dans la cœur joie, ils flottent autour de la pièce. Très important, ils inspectent tout ce qu'ils voient. Les cartes de Noël, l'horloge, le poste de radio, le magnétoscope, les meubles. Et de façon inattendue, parce que Jean ne pouvait plus parler, elle retrouve sa voix et elle leur dit « Vous êtes 3 et moi je suis seule. Que comptez-vous faire? Qu'attendez-vous de moi ?» Ils ont alors posé leurs petites mains pointues sur leur poitrine. Là, ils se sont mis à presser quelque chose comme s'ils actionnaient des boutons. Les 3 ont émis une sorte de bip, et puis leur voix est sortie de leur poitrine. Leur bouche ne bougeait pas, ils parlaient à l'unisson, et ils m'ont dit « Nous ne vous ferons aucun mal. » Jean est interdite. On le comprend. Mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Nous venons du ciel. Et voilà qu'il recommence à secouer violemment le sapin de Noël. Alors Jean s'énerve un peu. Bon, c'est bien gentil. Et puis, en haut du sapin de Noël, il y a une petite figurine qui est une jolie fée. La fée tombe. Jean veut essayer, mais elle est paralysée. Alors elle leur dit, mais attendez, ne cassez pas mon sapin, parce que vous savez, c'est important. Nous, les humains, nous pensons que c'est à cette date que Jésus est né. Alors on fait un sapin pour commémorer ça. Le trio s'arrête un peu vexé. Et aussitôt en chœur, ils lui disent, nous connaissons tout ce qui concerne Jésus. Vous avez prévenu qu'on pénétrait en plein pied dans l'absurde. Alors, pour que vous compreniez bien, je vous ai fait un petit plan de la maison. Vous savez, alors, un plan du quartier, puis la maison. Alors, vous voyez, donc, il y avait le jardin derrière, c'est là que s'est posé un drôle d'objet. Vous allez voir à quoi ressemblait l'objet, parce que là aussi, accrochez-vous. Vous voyez, puis les petits elfes, ils sont passés par la cuisine, ils sont rentrés dans le salon, et là, ils ont une passion pour le sapin de Noël. Ça a été épouvantable. Alors, ils batifolent partout, ils adorent le sapin, ils batifolent partout. Ils aperçoivent sur la table le journal du dimanche, et en couverture, il y a des personnages comme ça, et Jill leur explique, elle dit, vous savez, ces personnages ont été nommés Lords. Alors, à ce moment-là, le trio s'arrête, ils sont très vexés, ils disent, c'est impossible, il n'existe qu'un seul Lord. Il faut que je fasse une parenthèse, parce que Lord, en anglais, c'est Dieu. Vous savez, les Américains disent, oh my God, mais les Anglais disent, oh Lord. C'est Dieu. Donc, pour ces petites créatures, non, ça ne veut pas être des lords, il n'y en a qu'un seul. Vous voyez, ils sont monothéistes, visiblement. Au moins, on avance. Et puis, ils se sont arrêtés sur une photo de la reine. Alors, Dieu leur dit, vous auriez dû plutôt aller voir la reine, ou une véritable lady. En fait, je me demandais pourquoi ils m'avaient choisi moi, une pauvre ouvrière. Alors, ils m'ont alors répondu, mais vous êtes une lady. Mais ça, vous savez quoi? Ça m'a flatté. Il y a dans le grand salon des Inglés un coin banquette. Et les petites créatures s'y précipitent soudain et se mettent à sauter sur les coussins comme des enfants très turbulents. Jean gronde. Faites un peu attention à mes meubles. Et là, elle va dire, c'est bizarre parce que quand le trio s'arrêtait, leur lumière devenait plus intense. Je me suis dit que je devais me comporter de façon amicale avec eux. Ils étaient tout petits, mais on sentait qu'ils étaient dotés d'une grande force capable de me faire du mal. Et puis mes yeux souffraient à cause de leur lumière violente. Toutefois, je me sentais bien avec eux. Ils me regardaient de façon tout à fait bienveillante. Alors je leur ai dit, je ne sais pas comment vous appelez. Alors j'ai décidé de vous appeler gentleman. Et j'ai rajouté, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer, un plaisir. Alors ils se sont arrêtés, ils m'ont regardé, et ils ont dit, un plaisir. Et Jill les observe à présent subjugués. Parce qu'elle est vraiment subjuguée par leurs ailes. Elle dit que leurs ailes se replient dans leur dos un petit peu comme des éventails. Et donc ils se promènent toujours, voilà, dans le salon. On les voit s'asseoir. J'adore ces dessins, ça c'est les premiers dessins qui ont été faits par une enquêtrice. Vous voyez, comme je vous expliquais à droite, on voit, Jean a expliqué que quand ils volaient, les bandelettes étaient parallèles au corps, et il y avait deux palpeurs, comme ça, je ne sais pas où elle a été chercher ça. Bon. Et puis voilà les créatures, ça c'est les tout premiers dessins, ça c'est rare, je peux vous dire, c'est le vintage de vintage. Donc nos petits elfes sont toujours dans le salon, ils ont touché à tout, et puis là il y a le buffet, et il y a des bouteilles d'alcool. Il y a du whisky, du brandy. Et Jill leur demande, Jill est une hôtesse comme il faut, elle leur dit, en fait, je manque de tout, mais vous avez peut-être soif. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Le trio se fige, il répond en chœur, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il le répète 3 fois. Je suis allé dans la cuisine, et j'ai préparé 4 verres d'eau, je les ai posés sur un plateau de métal. En m'approchant d'eux, j'ai eu du mal à tenir ce plateau qui semblait attirer de façon magnétique vers eux.
J'ai eu également soin de me servir un verre pour leur montrer que ces boissons n'étaient pas empoisonnées, puis aussi par courtoisie, hein, par politesse, de boire avec eux, quoi. C'est important, parce que bon, Jean pose le plateau sur la table, et à ce moment-là, il se passe un truc très drôle. Elle dit, visiblement, les créatures avaient besoin d'enlever leur casque, mais comme je les regardais, ils ont intensifié leur lumière, et moi, j'ai été aveuglé comme une pauvre chauve-souris. Je voyais plus rien. J'ai donc pas pu les voir boire, mais par contre, lorsqu'ils ont reposé leur verre sur le plateau, ils avaient remis leur casque, les verres étaient complètement vides. Alors après avoir bu, parce que visiblement ça leur a fait du bien de boire, les êtres sont devenus très volubiles, vous allez voir. Et ils se mettent à parler en chœur. Donc ils lui disent, Vous savez, on a visité l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique. Nous sommes descendus jusqu'ici pour tenter de discuter avec des êtres humains, mais ça n'intéresse personne. ah bon? Vraiment? Et moi, est-ce que je pourrais raconter ce qui s'est passé à mes amis, aux gens de la Terre? Mais bien sûr, nous sommes déjà venus ici, nous reviendrons. Et on va vous faire une confidence. Ah oui? C'est quoi? Tout le monde finit par aller au paradis, il y a là-bas de magnifiques couleurs. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, Jean a dit qu'elle était un peu interdite, mais elle a pris la confession. Jean dit, je les écoutais parler, mais en fait, moi, je bégayais de nervosité. Hein, je leur parlais Alors, j'essayais de trouver des trucs à dire, parce que c'est pas évident. D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils sont? Alors, j'ai parlé de politique. J'ai parlé des femmes au travail. Je leur ai dit, vous savez, on vit dans un monde d'hommes, hein, c'est pas facile pour nous, les femmes. Hein. Et ben, vous savez quoi? Ils étaient d'accord. Ils m'ont dit, Ah ben oui, on comprend. oui. Et puis je leur ai dit, moi je suis pas allé à l'église depuis 1 an ou 2 parce que vous savez, ces derniers temps, on trouve des groupes pop et des guitares. Moi, j'apprécie pas ce genre de service. Mais on n'a pas besoin d'aller dans des synagogues pour prier. Des quoi? Les synagogues. Je sais pas ce que c'est. Et Jean l'apprendra en demandant à son mari le soir, vous allez voir. Et son mari va lui expliquer, oui, il s'agit en fait d'un lieu de culte juif, mais Jean ne savait pas du tout une synagogue, pourquoi une synagogue. Allez comprendre. Voilà. Alors je leur ai dit, la Bible est un livre difficile à comprendre, vous savez. Ils m'ont dit oui, on sait. Et puis je leur ai expliqué que je m'étais occupé d'enfants qu'il fallait placer en famille d'accueil durant 7 ans, et de 13 chiens abandonnés. Et ils m'ont dit merci. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et puis Jean se dit, je parle, mais en fait je suis une mauvaise hôtesse en fait. Et ils ont peut-être faim. Alors je leur ai demandé, est-ce que vous avez faim? Ils m'ont dit oui. Alors, je suis allé dans la cuisine. Alors, c'est Christmas in London, vous savez, il y a des pâtisseries qui sont typiquement anglaises qu'on appelle des mince pies. Est-ce que des personnes parmi nous ou parmi vous connaissent les mince pies? Ah, c'est délicieux les mince pies. C'est des espèces de pâtisseries fourrées de fruits secs et d'épices, vous voyez. Donc elle prend 6 mince pies qu'elle met sur un plateau et elle propose aux petits êtres de se servir. Et chacun, dit-elle, va attirer une petite tarte comme si leurs mains étaient aimantées. Et puis, ils se sont à nouveau intéressés à mes cigarettes. Ah, je leur ai dit, mais tout vous intéresse? Vous voulez que je vous montre comment on fume? Alors j'ai gratté une allumette et allumé ma cigarette. J'aurais jamais dû faire ça. Jamais. Ils ont bondi, terrorisés. Ils se sont rués vers la porte arrière de la maison. Alors moi j'ai écrasé ma cigarette et je leur ai crié, non, revenez, revenez. Je les poursuivais. J'avais la sensation de flotter, mais j'essayais de leur courir derrière. Ils sont arrivés dans le jardin et là il y avait un drôle d'objet qui était posé dans le jardin. Je me suis dit, waouh. Alors c'était une sorte de vaisseau spatial qui mesurait entre 2,50 m et 3 mètres de long, sur 1,20 m de hauteur. Il était couvert d'une sorte de plastique transparent. Et il était équipé de 3 fenêtres, mais impossible de voir à l'intérieur. Et puis à l'arrière de l'engin, il y avait comme une queue de scorpion qui était munie d'une roue à son extrémité. Une aberration aéronautique. Allez, hein, on fait avec. Et c'est magnifique, tout en se dirigeant vers leur vaisseau, les petits êtres n'ont pas du tout lâché leur tartelette, ils montraient leur tartelette, ils étaient très contents. Et puis ils ont actionné 2 fois leur lumière et un flash. J'ai compris qu'ils me disaient au revoir, dit-il. Et puis le vaisseau a décollé, a survolé la barrière, a traversé le terrain vague en direction d'Oldbury, et puis a disparu. Jean se retrouve toute seule, éberluée. C'est un triste matin d'hiver, le ciel est très sombre, sans étoiles, et partout alentour, le sol est couvert de neige. Et voilà l'OVNI. Je sais pas comment on peut décoller avec ça, mais à mon avis, bon courage. Alors une fois les entités parties, le chien est revenu à lui. Hobo s'est mis à fureter dans le jardin, comme s'il les recherchait, a dit Jean. Et Jean est très bizarre, elle dit,
J'étais dans un drôle d'état, mi-nébuleux, mi-euphorique. J'étais heureuse, en fait. J'avais chaud malgré ce matin glacial. Je me sentais bonifiée comme si j'avais reçu une bénédiction. De retour à la maison, j'ai constaté que l'horloge, la radio, le magnétoscope qu'ils avaient touché ne fonctionnait plus. Et puis je suis allé raconter tout ça à ma voisine parce que je ne pouvais pas garder tout ça pour moi. Ma voisine m'a dit, mais Jean, il faut appeler la police. C'est ce que j'ai fait. J'ai joint le commissariat. J'ai appelé le commissariat d'Oldbury et ils m'ont dit qu'ils allaient passer me voir. Et puis après, j'ai appelé mon mari. Bon, que je préfère. Celui-ci est très occupé. Il lui a dit, mais Jean, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne peux pas venir, je suis occupé, je suis au travail. Chérie, il faut que tu viennes. J'ai eu des visiteurs ailés. Tu veux dire des oiseaux? Non, pas des oiseaux. Je tremblais, je pleurais, je lui dis non, c'était des petits hommes avec des ailes. Pardon? Des petits hommes avec des ailes. Chérie, pourquoi n'irais-tu pas plutôt chez le coiffeur et raconter cette histoire aux filles? Là, vous savez quoi? C'est ce que j'ai fait. Et les coiffeuses ont été compréhensives et adorables avec moi. Voilà pour le témoignage de Jean Ingley. Et pas beau ce témoignage. Alors maintenant la suite. Alors, il faut savoir que l'enquête a été massivement enquêtée. D'abord, les policiers de West Bromwich sont venus, les policiers d'Oldbury. Ils sont arrivés. La première chose qu'ils ont constatée, c'est que Jean était dans un état de choc incroyable. Alors, on voit dans les rapports, ils disent qu'elle est dans un état de choc. On l'a fait, il fallait la faire asseoir parce qu'elle ne tenait pas debout. On s'est dit, il s'est passé quelque chose de bizarre. Ils ont fait le tour de la maison. Et ils ont vu qu'il y avait une trace bizarre dans la vitre de la cuisine, mais ils n'ont pas pu déterminer la cause. Et puis ils ont vu la trace dans le jardin. Alors ils ont mesuré. La trace faisait 2,50 m de long sur 1,20 m de large. Ils ont prélevé des échantillons de sol qu'ils ont ensuite soumis pour analyse. Et puis ce qui les a frappés surtout, c'est que la neige et la glace avaient fondu sur tout l'itinéraire de l'objet. Jean leur a dit, il est parti comme ça. Alors donc, la glace et la neige avaient fondu sur le toit de la maison, sur le toit du garage, sur les barrières, et sur une bonne partie du jardin et sur la route. Donc on ne peut pas imaginer que Jean, 45 ans, souffrant d'arthrose et d'arthrite, avait pris un chalumeau, était monté sur le toit du voisin, était monté partout, avait machin, c'est pas possible. Donc les policiers, comme des poules face à un entonnoir, on dit, bah effectivement, il s'est passé un truc. Comme l'hiver 79, ont-ils noté, a été l'un des plus rigoureux du siècle, policier, on a conclu donc que seul un objet dégageant une puissante chaleur a pu causer cela. Et comme je vous disais, j'adore les policiers très décontenancés. Que faire, que dire? L'histoire s'est un peu ébruitée, puis la presse est arrivée, notamment le Daily Mirror. Alors j'adore, le Daily Mirror est venu rencontrer les policiers. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est pas Madame Ingley. J'adore la réponse du policier, très very British. Ils sont magnifiques. Enfin, que voulez-vous qu'on fasse? Après tout, Madame Ingley n'a pas porté plainte pour le vol de ces tartelettes. Alors je vous ai trouvé. Alors ça, c'est la trace dans le jardin. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que cette trace a perduré pendant 3 ans. Là c'est la neige, mais il y avait une pelouse. Pendant 3 ans, la trace est restée gravée dans le jardin. Alors, hop, voilà, je vous ai trouvé le Daily Mail, The Sun, The Express and Star, vous voyez, What Mrs. English Sold Man from Outer Space, voilà, ce que Madame Ingley raconte des hommes de l'espace. Mince Pie en Angleterre, le cas est connu c'est le cas des tartelettes, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, comme Trejo, comme le soldat Trejo, et comme bon nombre de témoins d'OVNI, Jean Ingley va les jours et mois suivants, en son observation, subir de pénibles effets secondaires. J'ai dû porter des lunettes de soleil pendant 1 semaine car j'avais très mal aux yeux, j'étais pratiquement aveugle. Et puis plusieurs semaines, j'ai pas pu aller travailler. Et comme je n'allais pas bien, le docteur m'a recommandé du repos. La symptomatologie subie par Miss Ingley est la suivante. Éruption cutanée sévère, fourmillement, picotement constant dans les mains, yeux très douloureux, quasi-cécité pendant des semaines, violente migraine et troubles auditifs. Une chose aussi très étrange, elle expliquait que quand elle parlait aux petits êtres et qu'elle leur disait quelque chose qui semblait les contrarier, ils dirigeaient sur elle une sorte de rayon et elle apportait une trace violette au-dessus du nez, là, sur le front pendant très très longtemps. Il y a des photos de ça. Il faut savoir que le face-à-face, qui a duré environ 1 heure, a énormément fatigué Miss Ingley, qui a décédé pratiquement un an après. Voilà.
Miss Ingley nous disait, j'ai souffert atrocement, je ne sentais plus mes jambes, mes genoux tremblaient, j'étais faible, très faible. Je suis resté d'ailleurs pendant des heures et des heures et des heures sur ce canapé sans bouger. Mon état d'épuisement et de sidération était tel que mon mari a été très inquiet. Et quand mon mari est rentré, au début, il a rigolé, mais quand il a vu dans l'état dans lequel j'étais, il a fini par me croire. Voilà. Suite à cette rencontre, il y a 5 faits importants à noter. D'abord, Jean Ingley a confié que son alliance avait subi une étrange métamorphose. Elle avait blanchi sur sa partie externe alors que sa partie interne avait conservé son or. Très bizarre. Le plus intéressant, c'est que quelques jours après leur visite, là c'est Jean qui raconte, quelques jours après leur visite, nous avons tenté de visionner les cassettes vidéo que ces êtres avaient manipulées. Elles étaient inutilisables. Elles avaient quasiment fondu, totalement hors d'usage. Pourtant, avant ce 4 janvier 1979, elles fonctionnaient parfaitement. L'horloge ne fonctionnait plus, la télé ne fonctionnait plus. Également et surprenant, vous allez voir. 2 jours après cette visite, le sapin de Noël des Ingley a disparu. Où est mon beau sapin? Mon beau sapin. Il est réapparu le 8 janvier dans le jardin du fond en morceaux. Et sans décoration. Visiblement, la petite fée et les trucs, ça leur a vachement plu. Vous voulez des nouvelles du toutou? Bah, lui, il allait bien. Voilà. Néron, le pauvre, est décédé, mais Obo allait bien. Par contre, il a dormi profondément pendant plusieurs jours sans manger, mais après, il pétait la forme. Donc voilà. Et puis je vous ai dit, oui, le dernier fait incroyable, c'est que la trace dans le jardin a perduré longtemps. Lorsque Jean Ingley est décédé, j'avais noté un très joli... voilà, je crois que je l'ai... elle est décédée le 23 juillet. Et Margaret Fry, qui est une super enquêtrice, qui a enquêté longuement sur ce cas, lui a rendu hommage en écrivant « Je pense que Jean Ingley a donné un magnifique coup de main à l'ufologie en restant fidèle à son témoignage jusqu'à la fin. Cela malgré le ridicule qui en suivit, le traitement injuste de ses patrons, sa résignation forcée à retourner au travail et l'hostilité d'un grand nombre de personnes. Elle a perdu son boulot. Jean a toujours affirmé que ce qu'elle disait était vrai, et je crois fermement que cela s'est réellement passé. » Alors, il faut dire que ce cas déconcertant s'est exporté dans les pays anglo-saxons. Moi, je l'aime beaucoup pour plein de raisons, et parce qu'il pourrait tendre un pont intéressant entre les hypothèses de technologie avancée extraterrestre, défendues par bon nombre d'ufologues, et l'univers du folklore magique, je ne sais pas si vous connaissez ça, qui est cher à notre ami Jacques Vallée. Et d'ailleurs, regardez, les Américains qui ont traité ce cas, les ont appelés des fairies, des petites fées. Là. Et donc, ça s'est exporté. Et puis, dernier rebondissement, pour terminer, j'étais à Londres en 2004, et vous savez, dans le métro, on vous donne un journal gratuit, comme à Paris, ça arrive, et ce journal s'appelle Metro, d'ailleurs, il est gratuit. Et je prends ce journal et regardez ce qu'il y avait en 2004, donc des années après. Voilà. Dernier rebondissement, donc John Hanson, un policier à la retraite, a décidé de réouvrir le cas Ingley, et il déclare « Si on m'avait parlé de cette histoire en 79 alors que j'étais un tout jeune officier, j'aurais conclu que c'était un ramassis d'inepties ou les divagations d'un esprit déséquilibré. Mais au terme de 10 ans de recherche, j'ai appris que c'était une erreur de réagir ainsi face à cet étrange phénomène observé à la fois par des pilotes de l'armée de l'air ou des civils qui ne cherchent nullement à en tirer avantage. Ben vous savez quoi pour moi, dit notre policier à la retraite, pour moi le cas de Jean Ingley est l'incident le plus important de l'après-guerre qu'a connu le Royaume-Uni. Voilà. Et moi, je vais terminer avec une citation. Vous savez, moi, j'ai grandi entre les pages d'un livre, je viens d'un monde littéraire et philosophique. J'adore citer. Je vous en citer 2, parce que mes 2 citations préférées. La première, elle est de Miguel de Cervantes. Vous savez, le papa de Don Quichotte, qui s'y connaissait, et qui disait pour atteindre l'impossible, il faut d'abord tenter l'absurde. Je crois qu'avec Jean Ingley, on va tenter l'absurde. Et puis il y a une seconde, je suis provençal, et donc la seconde citation que j'adore, je la dois à un magnifique écrivain provençal, le plus grand de tous, qui s'appelle Jean Giono, qui disait « Lorsque les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière. » Je vous remercie beaucoup. Parfait, Egon. Merci beaucoup. C'était
impeccable au niveau du timing, passionnant au niveau du contenu et merveilleux au niveau des images que tu nous as partagées. C'était un grand voyage, un grand bonheur. Merci de ton partage et de ces aventures. Il y a peut-être des questions dans la salle qui vont venir, donc je vous laisse un petit peu préparer les mains pour lever, pour qu'on puisse vous voir. Moi, ce que je trouve très intéressant, notamment avec le dernier cas, bon, c'est aussi le cas avec le premier, etc., mais c'est la manière dont ça participe en fait d'un tabou qui est en train de tomber. C'est le fait qu'une rencontre avec des êtres venus d'ailleurs n'est pas forcément bon pour la santé. Et ça, c'est une info qui est en train de ressortir via les divulgations US, alors qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, qu'elle soit partiellement vraie ou partiellement fausse. On est sur une base logique 4 et pas sur une base logique 2. Et suite au rapport préliminaire du Pentagone, de 9 pages, l'ONI, le bureau du renseignement de la défense aux États-Unis, avait rendu un rapport public de 1574 pages qui avait fait grand bruit et qui racontait en fait tous les effets délétères qu'avaient subis énormément de témoins. Et d'ailleurs, c'était le sujet de mon 3e livre, qui s'appelle « Sommes-nous en danger ?», où j'ai inventorié des cas de malheureux qui s'étaient trouvés tout près de ces engins ou de créatures et qui l'ont payé parfois très cher. Ça arrive. Et dans les infos, à mon sens, qui vont continuer à sortir dans les 2 ou 3 ans qui viennent, il y a 2 choses. Déjà, au niveau des infos qui sont déjà sorties, qui ont déjà fait l'objet de publications validées par le Pentagone depuis 2 ans, c'est le fait qu'il y a donc 900 personnes aux États-Unis, qui sont des personnels militaires, des personnels du renseignement, qui font l'objet de dossiers médicaux par rapport aux effets indésirables, aux maladies, aux troubles dont ils souffrent suite à une rencontre rapprochée. Donc ça, c'est un premier aspect, et ils chiffrent ça à 900 personnes quand même. Donc c'est pas, on n'est pas au Brésil, on n'est pas si là, c'est vraiment dans un contexte américain. Et l'autre truc qui va continuer à sortir, parce que là pour l'instant on est quand même sur un premier niveau d'information, et je pense qu'on aura les cas qui vont sortir peu à peu, c'est que donc aux États-Unis, on a des personnels militaires qui touchent une pension de réparation, enfin de dédommagement par rapport aux maladies dont ils souffrent suite à une exposition qu'ils ont eue avec des rencontres rapprochées dans le cadre de leur boulot. Et donc le gouvernement leur verse un dédommagement par rapport aux maladies professionnelles en quelque sorte qui résultent de ces rencontres. Donc, le premier cas, c'était Rendlesham. Le cas de Rendlesham, c'est la première fois où officiellement un des soldats a été indemnisé suite à une rencontre avec un objet. Voilà. Et en parallèle de cela, il y a eu un colloque le 24 avril dernier, une journée de conférence à Durham, dans une fac de droit en Grande-Bretagne, où Michael Bollander, le professeur de droit, qui est un spécialiste de droit criminel, de droit pénal, et notamment international, donc depuis 2-3 ans, il a fait changer l'intitulé de sa chaire de droit à l'université de Durham. C'est plus droit pénal international, c'est droit, comment la question extraterrestre ou l'intelligence venue d'ailleurs peut modifier, remettre en cause les principes du droit international en fait. Donc il est vraiment dans cette démarche-là. Il a demandé un changement d'intitulé au niveau de son université qu'il a obtenu, et donc il a organisé un colloque le 24 avril dernier en Angleterre sur le sujet, et il a dévoilé une de ses études et un de ses travaux de recherche personnels. Il fait travailler d'autres thésards ou d'autres postdocs là-bas. Et il a passé en revue des dizaines de cas d'affaires judiciaires, de jugements, de procès, où il y a effectivement la question de la preuve qui fait partie de l'évaluation qui est faite par le juge ou par les personnes qui évaluent les cas. Donc quand il a tapé dans les bases de données qui référencent toutes les actions en justice, tous les jugements qu'il y a pu y avoir, tous les procès qu'il y a pu y avoir, il a utilisé les mots-clés extraterrestres, ovnis, soucoupe, etc., etc. Et un exemple de cas qui ont fait partie de sa base de données, puisqu'il est donc de mémoire, il y a plusieurs dizaines de cas, 80 cas, 200 cas à peu près qu'il a pu trouver à l'échelle mondiale, une poignée en Europe, dont quelques-uns en Allemagne, mais sinon le gros des trucs, les 3 quarts à peu près, c'est aux États-Unis. Et donc c'est par exemple, c'est la femme qui va avoir un accident de la route, un accident de voiture, parce que en fait elle a eu l'attention, enfin c'est ce qu'elle déclare, elle a l'attention qui a été distraite parce qu'elle regardait une soucoupe qui passait dans le ciel. Ok, c'est comment la question extraterrestre va être présente dans des actions en justice, dans des procès, dans des choses qui se passent. Et donc il a bossé spécifiquement là-dessus. Et dans ce cadre-là, il est tombé sur les cas d'indemnisation qui ont été versés aux militaires
Mais comme c'est pas passé par une cour de justice, il les a pas retenus. Mais dans sa recherche documentaire, il est tombé sur ces cas-là par rapport à la façon dont il a tapé dont il a lancé des requêtes dans les bases de données. Donc ça fait partie des tabous qui sont en train de tomber, et à mon avis, à mon sens en tout cas, ce que j'anticipe personnellement, c'est que ça va faire partie des choses qui vont sortir dans les 2-3 ans qui viennent, et qui complètent cette espèce comme ça de panorama, de la manière dont les choses existent, sont documentées, vont être reconnues, même si nous ici, on n'en a pas encore conscience. Ce qui est juste triste, c'est que les premiers cas vraiment probants, le cas de Betty Cash et Vicky Landrum, elles ont souffert terriblement dans leur chair, elles sont mortes. Une est décédée à un cancer, elles ont perdu leurs cheveux. Elles manifestaient les symptômes de la maladie des rayons, quoi, grosso modo. C'était terrible, et elles ont été raillées jusqu'à la fin, elles sont mortes. Qui connaît le cas de Vicky et Betty? Ok. Un quart d'entre vous à peu près. Vas-y, relate quelques instants. Elles étaient parties jouer au bingo, et puis... Il y avait un gamin avec elles. Oui, Corby, qui avait 7 ans. Et le bingo était fermé, c'était juste après Noël, donc elles ont décidé de rentrer chez elles, et elles ont traversé une longue forêt. Et puis à un moment donné, donc il y avait... Ça se passe aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis. Betty conduisait, Vicky était à côté, et puis Vicky était avec son petit-fils qui avait 7 ans, qui s'appelle Colby. Et à un moment donné, Colby dit « Mamie, regarde, il y a une chose bizarre dans le ciel. » Alors, la mamie regarde et dit oui, en fait, il y a un truc bizarre, et elle voit une sorte de lumière qui est dans le ciel, qui dépasse la voiture, et à un moment donné, qui va perdre de l'altitude et qui va bloquer, en fait, la circulation, qui va obliger Betty à freiner. Alors, c'est un espèce d'objet gigantesque en forme de diamant, comme ça, et donc elles sont interloquées, et Betty, qui est la plus aventureuse, décide d'aller voir ça de plus près. Mais au moment où elle descend, elle se rend compte que l'objet dégage une chaleur absolument insoutenable. Donc elle va re-rentrer dans la voiture. Et d'ailleurs, elle peut pratiquement pas rentrer dans la voiture parce que la poignée de la porte lui brûle la main. Vicky, qui est terrorisée, s'appuie sur le tableau de bord, et ses empreintes, la voiture existe encore, ses empreintes vont être gravées tellement la chaleur à l'intérieur est incroyable. Et puis l'objet va finir par disparaître. Alors avant quand même qu'il y ait 22 hélicoptères qui débarquent et 22 hélicoptères qui vont tourner autour de cet objet. Bon, nos dames qui ne sont pas ni au courant de quoi que ce soit, elles sont interloquées, l'objet disparaît, puis elles rentrent chez elles. Et c'est quand elles vont rentrer chez elles que leur calvaire va commencer. Betty, le matin, se réveille, elle a perdu tous ses cheveux. Tous ses cheveux sont sur l'oreiller. Elle est complètement enflée. Betty, c'est celle qui est sortie de la voiture. C'est celle qui est sortie de la voiture, qui s'est rapprochée de l'objet. Ouais. Elle est pleine de pustules, elle a des pustules à l'intérieur de la bouche. Enfin, c'est une horreur, elle ne pourra pas se nourrir pendant longtemps. Vicky, c'est guère mieux, mais bon, Vicky a perdu une partie de ses cheveux, mais elle a moins été... Heureusement, Vicky a eu le réflexe de cacher Colby sous le tableau de bord. Sous les fauteuils à l'arrière, ouais. Et ce qui est génial, c'est que Colby a grandi aujourd'hui, et Colby a raconté... C'est une très belle histoire. Colby raconte aujourd'hui cette histoire. Ce qui est triste, c'est que ces deux femmes se sont battues comme des lionnes, elles étaient absolument magnifiques. Et elles ont été raillées, absolument raillées, tout le monde, en fait, elles ont été conspuées, elles sont mortes dans l'indifférence totale. Parce qu'elles ont attaqué en justice l'État américain, l'État fédéral, pour obtenir un dédommagement par rapport aux effets dont elles souffraient. Et puis surtout les frais médicaux qui étaient considérables. Un autre cas aussi, que je trouve très très triste... Et il y a eu d'ailleurs des compromis là-dessus, elles ont à moitié touché des sous, je crois que le Buffon les a aidés, enfin il y a eu des choses comme ça, voilà. Il y a eu justement des civils bienveillants qui ont mis un peu la main à la pâte. Et le second cas aussi que je trouve terrible, c'est le cas de Stéphane Michalak. Ça s'est passé à Manitoba, ça s'est passé au Canada. Là, on a un gémélogue amateur qui est en train de dégager une veine de quartz qu'il a trouvée en pleine forêt. Puis d'un seul coup, il y a un objet, il voit un objet, enfin il en voit 3. Les 2 continuent leur route et il y en a un qui se pose à côté de lui. Alors, lui, il est sûr que c'est un objet, que c'est un vaisseau expérimental de l'armée. Et c'est très important ce cas pour une raison, vous allez voir. Il va s'approcher de ce vaisseau, c'est une soucoupe en fait, parce que c'est un très bon dessinateur, il va la dessiner. Et puis il y a sur le côté une grille d'échappement, comme ça. Et au moment où le vaisseau va pivoter, la grille va être contre lui et il va y avoir une émission de gaz qui vont le brûler sur la poitrine. Il va jeter sa chemise parce qu'il est en train de brûler carrément. Et puis il va porter pendant très longtemps des brûlures en forme de damier sur la poitrine. Et ces brûlures vont disparaître régulièrement au bout d'un an, puis elles vont réapparaître. Et chaque fois qu'elles réapparaissent, il va dégager une odeur d'ozone. Il va le payer très cher parce que sa santé va décliner. Ce qu'il faut savoir sur ce cas-là, parce que c'est incroyable, parce que ce cas est reconnu aujourd'hui, imaginez-vous, par le gouvernement canadien qui a frappé une monnaie
Aujourd'hui, il y a une monnaie magnifique sur le cas qu'on regarde avec une espèce de lampe ultraviolet. Vous avez une pièce, et puis quand vous regardez avec une lumière ultraviolet, la soucoupe apparaît. Donc c'est un cas qui est reconnu, mais par contre, il est mort dans l'indifférence totale, conspué, raillé. Donc j'espère qu'il y aura un jour au moins réparation posthume pour Betty Cash et Vicky Landrum et pour Stéphane Michalak. Oui, et ce que tu relates par rapport à ces marques sur la peau qui disparaissent et qui réapparaissent, ça fait évidemment totalement penser au cas du Dr X, Absolument, exactement. Qui s'est passé en France, dans la région de Manosque, dans la vallée de la Durance. Je fais quelques pages sur lui dans le livre, là, où il y avait un triangle qui apparaissait autour du nombril. Voilà. Et ce qui s'est passé pour lui, en tout cas, c'est qu'il avait des problèmes de santé. Et suite à cette exposition, il n'avait plus les problèmes de santé. C'est-à-dire que lui, il n'a pas eu de problème de maladie, etc. etc. Bon, l'apparition qu'il a vue, il l'a vue à travers des volets, il a vu les vaisseaux qui naviguaient, et puis il s'est un peu protégé quand il y a eu un flash lumineux. Mais en tout cas, lui, il a eu un effet physique aussi, mais un effet physique qu'il a plutôt remis sur la santé plutôt que mis sur la maladie. Mais on a aussi, pendant 30 ans, 40 ans, on a eu ce triangle qui apparaissait tous les ans, à la même date. Donc ça pose aussi des questions sur les cycles et les forces cosmiques et la manière dont les choses peuvent se répéter au niveau d'un temps universel et pas simplement d'un temps humain, quoi. Voilà. On va passer, si vous avez des questions. Juste, je t'en prie, vas-y. Pour dire qu'il n'y a pas toujours que des cas de gens qui attrapent des maladies, il y a Preston Dennett qui a sorti un livre qui s'appelle Les guérisons miraculeuses par rapport aux observations, et dans son livre, il explique qu'il y a plusieurs cas où les gens avaient des maladies ou avaient des choses particulières, et suite à une exposition avec un phénomène quelconque, un ovni, un phénomène, il est où? Il n'est pas la marque. Voilà. Et on subit des guérisons incompréhensibles ou inexpliquées en tout cas. Voilà. Alors, ce qui est incroyable avec le livre de Preston Dennett, c'est qu'il avait fait une première mouture où il parlait, je crois, d'à peu près 90 cas, et il explique que suite à la sortie de ce livre, il a reçu tellement de lettres qu'il a fait une nouvelle édition où il y a maintenant, je ne sais plus, 200 cas, je crois, c'est incroyable. Il y a des cas fabuleux. Miraculeuse, je crois, il s'appelle. D'accord, oui. En français. Il y a des cas fabuleux de guérison. Je raconte un cas inconnu, celui de Cervantes. Là, c'est un cas incroyable. Deux mots juste pour un truc, c'est que c'est un monsieur qui souffrait d'une gangrène du bras. Quand vous voyez les photos du bras, elles sont monstrueuses. C'est-à-dire qu'il fallait l'amputer. Vraiment, quand on voit les photos, il paraît que le bras puait. Il a rencontré des créatures et le lendemain, ces créatures lui ont dit « on va guérir votre bras ». Et son bras, il est revenu au village avec un bras tout neuf, qui brillait dans la nuit et qui émettait comme un poste radio, c'est-à-dire qu'il captait les ondes et il pouvait s'en servir comme un transistor. Voilà, c'est un cas génial. Je le raconte dans mon dernier livre, le cas de Cervantes. Je reviendrai un jour vous raconter tout ça. Et puis tu reviens demain matin de toute manière. Oui, mais je vais raconter autre chose. Tu nous dis déjà un petit peu de quoi il sera question demain matin. Demain matin, je vais vous raconter un cas que j'aime. De nouveau en Amérique latine. On va se retourner en Amérique latine. Je vais vous raconter le Brésil. Cette fois maintenant, c'est Brésil. Je vais vous raconter le cas de Varginha, le Roswell brésilien. Merci Egon, merci à tout le monde. Alors on a encore 10 minutes de questions possibles. Si vous avez des commentaires, des partages, Ah, quelqu'un au fond, non? Pas du tout. Quelqu'un là, non, ça c'est Jenny qui prend une photo. Ah oui, vas-y. D'une guérison. Tu veux passer le micro? Je veux témoigner parce que je suis reconnaissante quand même de ça. En 2018, j'avais une septicémie terrible, je dormais plus jour et nuit, je hurlais de douleur. Et l'été, je dors sous les étoiles en général. Et là, je leur disais, je peux plus, je vais en claquer, je peux plus. Et tout à coup, il y a eu un vaisseau orange fluo qui était très 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 haut. Et il m'a envoyé le fluo très très puissant. Puis je connaissais quelqu'un qui connaissait un peu tout ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vaisseau fluo, oh, qu'est-ce qui se passe? Et elle me disait, t'inquiète pas, le fluo, c'est pour te scanner. Puis il y a eu des flashs blancs après, et les flashs, c'est pour te soigner. Et en effet, elle m'a dit, tu verras, demain, tu auras une cicatrice à l'os. Et en effet, 10 minutes après, j'ai même tout avalé, parce que je ne m'y attendais pas. 10 minutes après, j'ai eu plein de... C'est pas très propre ce que je dis, plein de pus qui est sorti de l'os. J'ai tout avalé. Mais alors, j'ai dormi après, parce que je ne souffrais plus. Et le lendemain, elle m'avait dit, repasse l'eau. Je vais faire attention. Mais je me suis endormie malgré moi, enfin, c'est eux qui m'ont endormie, en fait. Et puis, en me réveillant, je dis à mon ami, ils ne sont pas venus. Hein. Et par contre, j'ai dit, l'os, c'est comme si on m'avait tout gratté l'os.
Et en fait, elle me dit, ils t'ont anesthésié, qu'est-ce que tu crois? Ils ont fini de te soigner comme ça. Et ça, je l'ai vécu, donc je peux pas... Et vous ça, avez les documents médicaux avant-après? Comment? Et vous avez les documents médicaux Ah avant-après? ben non, parce que moi j'allais voir tout le monde, personne ne s'occupait de moi, donc ça ne se voyait pas, en plus c'est dans l'os, c'était du pu, quoi, une septicémie complète. Mais ces êtres-là, j'ai compris, moi je n'ose pas vous dire le deuxième, vous ne me croirez pas, bon je le dis, après tout, faut demander. Là je suis allée il y a 2 semaines, au cinéma de Chaland, il y avait sur les EMI, les témoignages. Expérience devant imminente. Oui, avec les docteurs. Sonia Barcala. Ouais, elle était là, elle était à la salle. Puis comme j'ai vécu une anémie à 21 ans, je dis tiens, je vais y aller, ça m'intéresse. Et puis en effet, je souffrais beaucoup de souffrance. Et là, donc on discute, tout. Et puis en sortant, les mêmes, c'était le même vaisseau, je m'y attendais pas. Alors là, je sors, puis ils savaient où j'étais garée, donc ils sont bien mis devant. Et là, je vois le vaisseau fluo. J'y vais là, parce qu'ils savaient que je souffrais énormément. Et eux, ils se déplacent vraiment quand c'est rendu très mal. Ils ne viennent pas pour une petite maladie. Là, je souffrais partout de mon corps. Et là, j'ai dit, c'est pas vrai, vous êtes à nouveau, j'étais trop contente. Et s'ils n'étaient pas venus, j'aurais pas pu venir aujourd'hui, parce que je souffrais partout. Je souffre encore un peu. Donc ça, c'est récent, là? Là, c'est il y a 3 semaines, oui, 3 semaines. Bon, ben, Ils voulaient que sympas. je là. Voilà. Non, mais je tiens à le dire, parce que je veux les remercier, quand même. Très bien, on va applaudir, hein, on va faire Alain Berthaud. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, réflexions à partager? Vous êtes en train assis là-bas, quelqu'un? C'est bizarre que la dame là soit décédée un an après, que le chien aille bien. Ouais, ça va. Vous savez, je pense que... C'était des êtres de la SPA. Elle s'est fait flasher en fait. alors que Je parle d'absurdité. Je parle d'absurdité, de choses absurdes, mais j'ai aussi une grande passion pour un magnifique poète qui s'appelle Jean Cocteau. Et Jean Cocteau, enfin, si vous ne le savez pas, s'intéressait furieusement aux ovnis. Oui, il a fait le préface sur Voilà. je ne sais plus quel livre. Oui, mais Michel. Michel. Et il y a une anecdote que j'adore, c'est que un jour, Jean était très malade, et il était allongé, et son ami Michel, pionnier, figurant, penseur, philosophe, à lire et relire, grandiose. Donc il parle, il vient voir Jean, il est au pied du lit, il dit ça va. Et puis Michel il dit écoute, je me prends la tête parce que ces histoires d'ovnis c'est d'une absurdité, c'est un festival d'absurdité. Et j'adore la réponse de Jean Cocteau qui lui dit tu sais, mais je suis sûr qu'il doit y avoir un ordre dans ce désordre, il faut le trouver. Mais vous savez, c'est ce que je fais depuis. Merci à Jean Cocteau. C'est d'ailleurs comme ça que Aimé Michel a élaboré la théorie de l'orthothénie. Mais je suis certain. Alors, pour vous répondre, pourquoi Jean nous a quittés, pourquoi Obo était en pleine santé, je ne sais pas. Il y a peut-être un ordre dans ce désordre, mais je pense qu'en l'état de nos connaissances, en tout cas en l'état de mes connaissances, je suis incapable, je suis désolé de vous répondre, je ne sais pas. En tout cas, dans le témoignage de Jean, on voit bien qu'elle est exposée par le visage à des flashs lumineux particuliers, d'une très grande intensité, éblouissante, etc. Jean est resté 1 heure avec ces créatures. Parce qu'Obo a perdu connaissance dès le début, et il va rester visiblement dans la cuisine, près de sa gamelle. Donc il ne sera pas vraiment en contact avec eux, et il va ne se réveiller que quand les 3 elfes, les 3 intrus, les squatteurs vont disparaître. Au niveau des ondes électromagnétiques, en tout cas, c'est des techniques depuis les années 50, ce qu'on appelle le sommeil magnétique. C'est pas un sommeil lié à l'hypnose, c'est un sommeil qui va être induit par l'exposition à des fréquences électromagnétiques particulières qui induisent une forme d'état de léthargie qui fait dormir. Donc ça, c'est des recherches qui ont été menées avec les années 50, tant du côté de la Russie que des États-Unis. Et donc, ce qui fait qu'à l'échelle humaine, en tout cas, on connaît des fréquences qui peuvent fabriquer cet état d'assoupissement d'un métabolisme, même si là, dans ce cas-là, c'est ciblé sur l'animal et pas sur l'être humain. Question complémentaire. Je voulais juste préciser une chose. C'est vrai que quand je raconte ce cas, ça peut faire rire par moments. Moi, j'ai une tendresse immense, voilà, pour le cas de Jean Dingley. Et je ne peux qu'en rire parce que d'abord, rire à un moment donné, c'est la meilleure des courtoisies face à l'incompréhension. Mais c'est un cas génial. J'aurais adoré rencontrer Jean Dingley, j'aurais adoré rencontrer. Oui, et puis il y a une poésie incroyable avec ces personnages de Fairies qui sont rentrés comme ça dans les personnages récurrents qu'on retrouve et ces dialogues insensés. Voilà.
Et le cas des tartelettes, quand même, on va le garder en tête. Commentaires ou questions dans la salle? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, on parlait de résonance ce matin, de fréquence. Est-ce que le La en musique a changé de fréquence au siècle dernier? Oui. Oui. En gros, en fait, sur l'histoire du La 440, La 432, l'histoire n'est pas si simplissime que celle que vous pouvez entendre. Hein. C'est-à-dire que c'est effectivement, au cours des années 30, à peu près avec au temps de l'Allemagne nazie ou à leur initiative, qu'il y a le référentiel 440 qui se met en place. Mais pour autant, du côté des... en fait, je ne vais pas dire que c'est une polémique, mais en tout cas, il y avait plusieurs diapasons pour le La, différents diapasons qui cohabitaient ensemble en fonction des grandes capitales européennes et donc en fonction des grands orchestres. Dans les années 1870, dans les années 1880, il y avait le La était d'une certaine manière en Italie, il était d'une certaine manière à Paris, il était d'une certaine manière à Londres, et ça variait au niveau des fréquences. Hein, et après, il y a eu effectivement cette volonté de l'harmoniser, en gros via un organisme international des règles et des standards, hein, grosso modo, et ça tombe sur le 440. Alors après, il y a toute cette question d'intentionnalité, pourquoi le 440 au lieu du 432, etc., etc. Donc là, alors, effectivement, ça peut se débattre, qui est après les questions d'effet sur le vivant, ou d'effet sur la cellule, ou donc d'effet sur la membrane cellulaire, ou donc d'effet sur l'eau qui est présente dans les cellules. Ok, donc on a plusieurs comme ça niveaux où on peut regarder d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue biochimique ce qui peut se dérouler dans ces situations-là. J'ai eu la chance moi-même d'assister à un colloque sur le sujet au château de Royaumont, au nord de Paris, en novembre dernier, novembre 2024, où pendant 2 jours, ça a été un festival, les 3/4 des intervenants étaient des universitaires, des chercheurs du CNRS ou d'université, et ils étaient sur les thématiques du son, de l'eau et du quantique. Donc en gros, de l'infiniment petit, il y a notamment Laurent quelque chose, qui est un chercheur qui est sur Vannes, je ne me souviens plus de son nom de famille malheureusement, et qui fait tout un travail sur la visualisation à travers les systèmes de figures géométriques où on va avoir du sable ou de l'eau qui adopte des figures géométriques en fonction des vibrations sonores, des vibrations acoustiques qui viennent traverser le milieu. Et donc lui fait tout un travail, il poste des vidéos sur YouTube par rapport à ça. Université de Rennes, c'est la cymatique, CYMATIQUE. Et donc par rapport à ces cymatiques, ce groupe-là de recherche explore en particulier les champs d'Hildegard de Bingen, à travers les résonances, les fréquences, les machins, les harmoniques qu'il peut y avoir, et les paroles qui peuvent être présentes aussi, comment les champs d'Hildegard de Bingen, quel effet ça va avoir sur les cellules, et donc ils vont autant prendre des animaux, des plantes, ou des cellules humaines, hein, et puis éventuellement des humains dans un second temps, dans un 3e ou 4e temps, et par rapport à la santé, et comment ça restaure la santé, est-ce que ça touche le pH du corps, est-ce que ça touche les hormones de stress, etc., etc. En tout cas, il y a un travail conjoint qui mélange des musiciens, enfin musiciens et chanteuses lyriques, des spécialistes de musique médiévale, eux du CNRS qui font la recherche fondamentale, et des biochimistes ou des médecins, enfin des personnes qui sont liées à la santé du vivant, qui eux vont suivre les paramètres qui vont être modifiés par rapport à ça, et c'est à vocation d'être testé en milieu hospitalier avec ils sont à la moitié du chemin au niveau du programme de recherche là-dessus, et tout ça a été exposé lors de ce colloque qui s'appelait ondes, musique, science, enfin voilà. On était à la fois sur l'eau, sur les ondes au niveau de l'eau, et sur les ondes au niveau de la musique, et sur les ondes au niveau électromagnétique. Et ça a été 2 jours de colloque qui étaient passionnants, et ça se passait en France, avec donc des chercheurs de plusieurs universités qui mettaient en commun leurs axes de recherche pour montrer comment il y a des moyens, à travers ces approches vibratoires, quantiques, ondulatoires, électromagnétiques, et sonores aussi, acoustiques, de diffuser de l'harmonie et de la beauté au niveau du vivant. Voilà. Bon, mais à part ça, il y a une autre question derrière. Oui, c'est une question de curiosité. Debout, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende mieux. J'ai du mal à parler. J'ai une question de curiosité par rapport à un cas qui est connu. On parlait des chiens, on parlait des humains, là, tout à l'heure dans... Alors, Le chat qui vient de l'espace, c'est un film de Disney, hein, ça n'a rien à voir. C'est l'affaire Betty et Barney Hill. Ah oui. Ça, c'est plus lourd.
Ils avaient un petit teckel qui s'appelait DLC. Alors, qu'est-ce qu'il C'est la SPA ce soir, c'est pas possible. J'en ferai un, moi, Le après. cas de John Fuller, alors peut-être qu'il en parle, mais peut-être qu'il n'en parle pas, mais est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu, ce chien Donc arrêtons de parler de Betty et Barney, parlons du teckel. Donc on t'écoute, Alors, ce qu'il Egon. faut savoir, c'est vrai que vous avez raison, en tout cas, merci, de réparer une injustice, parce qu'on parle toujours de ce cas qui est 61, qui est fondateur des enlèvements, qui est emblématique. On oublie tout le temps de dire que le premier avertissement qui a été donné dans la voiture, c'est DLC, c'est le teckel. C'est pas, on nous dit, ah, c'est Betty qui voit un truc. Non, non, c'est DLC qui s'agitait, en fait, qui commençait à s'agiter. D'ailleurs, à ce moment-là, Betty a dit, bah, il faut s'arrêter. On va le sortir. Il faut sortir DLC, et c'est là qu'ils ont commencé à... Ils avaient repéré cette lumière, et là, ils ont commencé à s'inquiéter d'Elsie. Alors, ce qui est arrivé à Elsie, je sais qu'il était un peu âgé, si mes souvenirs sont bons, il a décédé quelques années après, mais j'ai pas... visiblement, d'après les dossiers, Elsie est resté dans la voiture. Donc, il n'aurait pas été... amené dans le vaisseau. Alors, ces pauvres Betty, ces pauvres Barney qui ont vécu mille humiliations là-dedans, mais je crois que Delcy dormait tranquillement sur la banquette arrière. Donc voilà. Pas de régression hypnotique pour le teckel. Mais des cas avec des chiens et des animaux, il y en a énormément. J'ai un cas, absolument un cas d'ailleurs. J'ai un cas qui se passe en Amérique du Sud, c'est le cas de le dire, un cas à part, où un chien est tombé en morceaux. Un berger allemand, je vous l'ai raconté une autre fois. Et c'est un cas absolument incroyable. Dans une ferme, le chien s'est approché d'un objet, l'objet est descendu, il y avait un cheval qui était dans un état épouvantable, et le berger allemand s'est approché de chien, et le chien est presque disloqué dans les jours et les semaines suivantes. Et puis on a aussi le cas au Pérou, au Chili, là, avec les visiteurs qui s'en prenaient aux moutons autour de la ferme. Enfin, voilà. Oui, ça, c'est le cas de la Señora Valentina. Oui, la Señora Valentina, qui est arrivée un jour, elle avait 2 lamas, elle avait un enclos avec des moutons, elle avait 2 lamas qui s'étaient sauvés, donc elle est partie chercher ses lamas. Puis quand elle est revenue dans l'enclos, elle était un peu stupéfaite parce qu'il y avait une sorte de grillage posé sur l'enclos et un petit être bizarre à l'intérieur qui a tué tous ces moutons. Tous ces moutons. Et alors la Valentina, elle était courageuse, elle a pris des pierres, elle leur a balancé les pierres, elle a chopé à la tête, il s'est mis à saigner, elle a dit il avait du sang rouge, comme nous. Et les moutons ont été après examinés par des scientifiques qui disaient que c'était des gens très humbles. On est en plein altiplano, alors c'est ce qu'on appelle les cholitas, vraiment les indios de la montagne, c'est des gens très très pauvres, très très humbles. Alors déjà, on ne peut pas imaginer que des gens qui n'ont rien pour vivre aient sacrifié le seul cheptel qui leur permet de vivre un minimum décemment. Enfin, décemment, je suis un peu optimiste, mais enfin, qui leur permet de manger quelquefois. Et puis, les experts ont dit une chose étonnante, c'est-à-dire que les plaies des animaux étaient absolument incroyables. C'est exactement comme des mutilations de bétail, c'est-à-dire, par exemple, c'était des cercles absolument parfaits. Et donc, en disant, ces aliens n'ont pas le matériel pour faire ça, ils ne peuvent pas faire ça. Enfin, c'est un cas absolument incroyable. Qui d'ailleurs précède de quelques années, de mémoire, il précède de quelques années le cas des mutilations animales. C'est-à-dire que c'est pas un cas des années 80 ou fin des années 70, c'était avant cela. Gilles Durand du Sceau, tu voulais rajouter quelque chose sur les animaux? Oui, voilà. Oui, il y a un cas très célèbre qui a fait l'objet d'une énorme enquête par Bruno Bousquet. C'est l'affaire D, ou l'affaire B, ça dépend, parce qu'il y a 2 titres différents, où là il y a une histoire, donc l'observation, c'est 3 objets, avec donc le témoin et son chien. Donc le témoin, donc les objets passent au-dessus, stationnent au-dessus de lui, et il essaie de s'approcher, on lui demande, enfin, il reçoit un message comme quoi il ne doit pas s'approcher, et bien sûr le chien ne comprend pas, et lui il s'approche. Et une semaine après, le chien, pas comme là, s'est mis à tomber en morceaux. Il est devenu bleu. Il est devenu bleu. Voilà. C'est un chien schtroumpf. Et le bleu, le pauvre, il est décédé. Il y a plein de cas avec les animaux, absolument plein de cas. Tiens, il y a une question ici. Je me posais la question de la protection par rapport à ces êtres.
de danger de notre santé. C'est peut-être pour ça qu'ils ont tant de mal à nous contacter, à être en contact avec nous. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites pour des vêtements de protection au cas où on les rencontre? Oui, Alors, Egon, tu vas répondre à cette question, mais avant cela, peut-être tu peux montrer le PowerPoint d'après où on voit tes livres en couverture. Ah oui, oui. Oui, mais t'as éteint. Non, ça va redémarrer. C'est... Alors je sais pas... Ça va venir, ça va chauffer, tu peux répondre pendant ce temps. Ça va chauffer. À ma connaissance, non. Vous savez, c'est... Il y a eu des balbutiements, il y a eu comment on appelle ça, un traité en fait des pompiers américains avec un protocole qui disait de très tôt, très tôt, qui disait si vous voyez un objet volant non identifié, surtout ne vous approchez pas et ne vous mettez pas en dessous. Ça, c'était vraiment la chose officielle qu'il y a eu. Après, le reste, je ne sais pas. La plupart des témoins, je parlais tout à l'heure de Stéphane Michalak, qui l'a payé très cher. Stéphane Michalak disait, la plupart de ces témoins disaient, en fait, on s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Stéphane Michalak disait, je suis sûr que le phénomène n'est pas offensif. Et moi, j'ai tendance à dire, vous savez, demain, moi, je me mets debout derrière un Airbus qui décolle, il ne restera pas grand-chose. Donc je pense qu'il y a des moyens de propulsion qui peuvent être extrêmement délétères. Nous-mêmes, nos moyens de propulsion, mettez-vous derrière un chasseur, un F-16, un Rafale, ça va faire très mal. Donc c'est peut-être ça. La plupart des témoins sur lesquels que j'ai adoré enquêter, la plupart des témoins disent ça, disent en fait, ils n'étaient pas offensifs. Il n'y a que certains cas, et encore, parce qu'on pourrait parler de Colares. Colares, vous savez, c'est le nord-est brésilien, c'est à l'embouchure de l'Amazonie. En 77, il va se passer une chose incroyable. Là c'est pareil, on a une population de gens très pauvres, de pêcheurs extrêmement pauvres. Et puis, stupéfaction, il y a pléthore d'objets qui apparaissent, et ces objets balancent des rayons sur ces pêcheurs, et ces pêcheurs vont souffrir d'asthénie, c'est-à-dire que comme si ces rayons leur volaient l'énergie et leur volaient du sang d'ailleurs, et on va avoir 2 morts quand même, 2 personnes vont mourir. Mais j'ai beaucoup aimé les conclusions aussi de lieutenant Hollanda, qui a été policier, qui a été missionné pour mener ce qu'on appelait l'opération Assiette, Flying Saucer, et la conclusion de la femme médecin qui était à Colares et qui s'est occupée des victimes. Et les deux ont eu une conclusion qui était assez troublante et assez belle. Hollanda disait je pense pas qu'ils étaient offensifs, elle non plus. Je pense qu'ils avaient besoin de récupérer quelque chose. Alors est-ce qu'ils ont pris du sang sur nous pour faire des vaccins, par exemple, ou est-ce qu'ils avaient besoin de quelque chose pour retourner chez eux? En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que des acteurs directs qui ont été frontalement confrontés à ce phénomène ont la même conclusion en disant on pense pas qu'ils étaient vraiment offensifs. J'ai très peu de cas offensifs. En tout cas, on va dire qu'en termes de logique militaire, les critères pour estimer si c'est une menace ou pas, c'est la capacité et l'intentionnalité. Oui, c'est ça. Donc là, la capacité, elle est évidente, elle est Absolument. là, elle est présente. Et l'intentionnalité, c'est celle qui fait encore débat. C'est-à-dire que, est-ce que les problèmes qu'on a pu rencontrer, y compris des effets sur la santé des personnes en situation de rencontre rapprochée, est-ce que ça a été fait volontairement, ou est-ce que c'est malgré eux, c'est-à-dire via les technologies, ou via les rayonnements, ou via ce qui est mis en œuvre. Et ce qui fait que quand vous commencez à comprendre comment s'élaborent ces arguments ou ces logiques, ça permet de comprendre pourquoi, à certains moments, les militaires vont dire « ce n'est pas une menace pour la sécurité nationale ». Ou parce qu'en fait, il manquerait un ingrédient, celui de l'intentionnalité. Ou au contraire, ils vont décider de voir le verre étant à moitié plein et non pas à moitié vide. Et donc, c'est là où on va basculer sur un autre type de discours, qui est que c'est une menace pour la sécurité nationale. L'avantage, c'est que si c'est une menace, on peut solliciter des budgets pour avoir plus de sous, pour faire des trucs. D'accord ? Donc, il y a aussi ces enjeux-là budgétaires en termes de structure de la rhétorique et de l'argumentation. En tout cas, conseil très amical, qui est le mien, suite à des années d'études du phénomène de pétrir cette matière première
en ufologie, grâce au Sceau d'ailleurs, à qui je rends un véritable hommage, parce que sans eux, on ne peut pas faire grand-chose, hein, je vous promets. Mais si demain, il vous arrive, dans un champ, de tomber sur un objet posé gigantesque, ou de le voir en sustentation, sincèrement, même si c'est hallucinant, en règle générale, évitez de vous en approcher. C'est ce que disait la fameuse phrase de Jimmy Guilleux, hein, si vous voyez un ovni, barrez-vous. Voilà, c'est un peu... Sérieux, parce que c'est pas qu'une question d'être offensif, c'est une question visiblement que parfois, je sais pas, le moyen de propulsion est un peu à des effets délétères sur les natures fragiles que nous sommes. On va dire qu'il y a des incompatibilités vibratoires. Voilà, c'est pour le dire avec un certain langage. Autre question, dernière question. Hop, allez-y, levez-vous. Alors, je note quand même que sur le cas argentin, le type là, a rien subi déjà. Non. Et alors, je m'interroge sur le fait qu'il est pris en stop, cette personne qui a une drôle de tête, un drôle d'habit, qui parlait pas, donc il l'emmène, on sait pas où. Et vous avez vu ce qu'il a dit, Eduardo, c'est génial. Il dit, moi, de toute façon, j'ai pas peur, alors je prends tout le temps, parce que j'aime pas voyager seul, donc je prends tout le temps, et c'est ce qu'il dit, il dit, j'ai de tout, il y en a qui parlent pas. Il y avait un pouvoir suggestif Il n'a pas l'air de dire ça, il est plutôt étonné, parce que, en fait, vous avez vu, il est plutôt préoccupé parce qu'il y a des effets, c'est un R2 en fait, hein, c'est des effets sur la voiture, c'est-à-dire la voiture, la radio émet des grésillements insupportables, et donc il n'arrête pas de dire ça. Et puis après, lorsque l'étrange personnage, là, avec sa tête de l'île de Pâques, met la main dans le sac, la voiture a dératé. Donc il est plutôt préoccupé par ça. C'est un bon mécanicien, en fait, il doit se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais d'après son témoignage, là, j'ai son témoignage, il n'a pas l'air de dire qu'il y avait quelque chose. Il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas d'interaction, si vous voulez, parce qu'il y a souvent, mais vous avez raison, parce que le fruit de mes recherches m'amène un peu à cette conclusion, c'est qu'il y a aussi souvent une incroyable interaction entre le phénomène et le témoin. Ça, on pourrait en parler, parce que je me souviens, Marc, qui parlait tout à l'heure, c'était magnifique, j'ai adoré l'histoire de la place Bonaventure, et ça correspondait à la vague belge, mais ça correspondait aussi à peu près dans les mêmes années à une vague incroyable sur la vallée de l'Hudson. Et c'était des immenses triangles, et il y a des choses qui ressemblent. Et moi j'avais un témoignage de la vallée de l'Hudson, un monsieur qui était en voiture et qui m'avait dit d'un seul coup ces objets se montraient de façon absolument incroyable. Il y en a un qui faisait comme une grande roue de manège dans le ciel, et toutes les voitures s'arrêtaient. En fait, toutes les voitures s'arrêtaient. Alors il dit, à un moment donné, moi je me suis arrêté. Je voyais les gens s'arrêter, donc je me suis arrêté. Et puis je l'ai vu, il était très loin, très très loin. Et je me suis dit, ah merde, quand même, je vais pas rater ça, quoi. J'adorerais le voir de près. Et vous savez ce qui s'est passé? En une seconde, l'objet était au-dessus de sa voiture. Tellement qu'il en a fait pipi dans sa culotte. Ça arrive. Pas rire parce que ça peut arriver. Il a eu tellement peur, l'objet était au-dessus de sa voiture, à 2 mètres au-dessus de sa voiture. Voilà. Genre d'interaction, c'est-à-dire pourquoi, comment. Il doit y avoir un ordre dans ce désordre, comme disait ce bon chant, et je le cherche, voilà. Si vous avez des idées, donnez-moi. Hein. Super, et bien écoutez, c'est ainsi que se clôture cette journée. Oui, parce que l'heure tourne, mais... Non, c'était par rapport au covoiturage. Donc ça, l'extraterrestre a été embarqué dans une aire dédiée. Ça se passait en zone ZFE, bien sûr. J'adore cette histoire. Est-ce que la personne était malade? Parce qu'on parle des gens qui sont malades, ça va bien passer. Est-ce qu'on a eu des informations? Non, pas du tout. Non, justement, visiblement, il n'y a pas eu d'effet secondaire. J'ai appris, bon, parce que moi je suis arrivé très tard, bien des années après, et visiblement, bon, il était décédé de mort naturelle, mais j'ai pas... Absolument. Alors que pour Barney, c'est 4-5 ans plus tard qu'il est décédé, il est plutôt décédé d'une maladie qui était liée à la tête, et il a passé son temps à dire qu'il avait mal à la tête suite à l'observation et à l'enlèvement qu'il a relaté, quoi. Et Barney, il a souffert. J'adore l'histoire des petits personnages qui découvrent qu'ils portent un dentier, qui sont complètement étonnés en disant qu'est-ce que c'est. Et Betty, très naturelle, leur dit, vous savez, chez nous, à un moment donné, quand on vieillit, on perd ses dents, alors on a des fausses dents. Et je ne sais plus quel âge avait Barney, et ils lui disent, mais c'est quoi les années? J'adore. Vous savez pas ce que c'est les années? Enfin,
le récit est savoureux. Ouais. C'est très anthropocentrique, hein, les années. Hein. Ouais. Il faut redire. Je me raconterai ça un autre jour. C'est ça. On n'a pas fini. Voilà. Puis moi, quand je commence, on met 100 balles. Il y avait des témoignages comme quoi le temps n'existait pas. Son nez rouge, là, il avait une apparence humaine. Il avait une apparence humaine, vous avez vu les dessins. il avait... Il était humanoïde avec un grand manteau, c'était Batman. Il avait un menton très très long, il avait une casquette avec, pas comme moi, avec une visière toute petite. Et surtout, il faisait 1m90, si je puis me permettre. 1m90. Il avait un menton très très long, qui descendait sur la poitrine. Pareil, le langage, il y a des moments l'extraterrestre, dans le premier cas, bah, en fait, on comprend pas ce qu'il dit. Et dans le dernier cas, il parle très clairement avec eux, ils mangent même des gâteaux comme nous. Vous avez vu, en même temps, ils ont comme des boutons, comme s'ils programmaient quelque chose, en fait. Hein. Alors peut-être qu'ils ont un traducteur intégré, mais... Voilà, et ils parlent à l'unisson, c'est génial, c'est-à-dire que les trois parlent en même temps. Enfin, dit, la voix... Et d'ailleurs, ça peut être télépathique au lieu d'être audio. Hein. On va clôturer la journée maintenant. Merci à vous. Une dernière ovation pour Eagle. Les premières chansons, Marie-Caroline, tu sais, il faut que tu chantes cette chanson-là parce que cette chanson, c'est l'ancêtre du blues, c'est l'ancêtre du Negro spiritual. C'était une chanson que chantaient les esclaves dans les champs de coton au Mississippi. C'est cette chanson-là qui a créé le blues. Elle s'appelle Poor Wayfaring Stranger. Et je vais essayer de la chanter ce soir. Alors, je suis pas un très bon guitariste, There is no sickness, the toil again. With a brother, until I'm going there to see my brother. I'm going there, oh, no more to run. On voit rien. Around before me, where God redeems their demons can. I'm going there to see my Father. He said he'll meet me, oh, just when I come. Oh yeah. Is free. Oh, I'm just going over my home. Oh, I'm just going through the Jordan. I'm just going. Yes, sir.